À nous de jouer. Donc, on est sur No Man's Sky, un jeu... D'abord, je présente le jeu, après je vous présenterai vous. D'abord le jeu. No Man's Sky, un jeu qui est sorti en 2016, qui est un jeu qu'on appelle un jeu d'exploration spatiale slash bac à sable. Alors pourquoi bac à sable? Parce que c'est comme quand on est gamin et qu'on joue dans le bac à sable, on peut s'amuser à faire un peu ce qu'on veut. Et l'objectif du jeu, c'est pas tant de suivre une route toute tracée, plutôt que de s'amuser, de profiter des possibilités que le jeu nous laisse. À la fois que le jeu nous laisse, à la fois que les développeurs, les possibilités que les développeurs ont imaginées, et aussi celles qu'on peut trouver. Ce qui est très marrant dans les jeux bac à sable, c'est de pousser les limites du jeu jusqu'à voir où est-ce qu'on peut aller au-delà de ce que les développeurs ont prévu. Un grand jeu qui peut être presque considéré comme un jeu bac à sable, vous avez peut-être entendu parler, c'est Minecraft déjà, mais aussi plus mainstream et qui fait un peu plus scandale, mais par exemple les jeux GTA, les Grand Theft Auto, GTA 5, sont aussi des jeux d'une certaine façon, des jeux bac à sable. Donc, parce que le but c'est qu'on puisse faire un peu ce qu'on veut. Donc on a plein de modes de jeu. Alors en théorie on devrait jouer en mode normal, mais en mode normal pour le confort de tout le monde c'est pas très agréable parce que du coup il y a toute une dimension de survie dans ce jeu, de gérer ses paramètres de survie, de remplir son vaisseau de kérosène spatial, de faire plein de choses dans ce genre-là qui demandent un peu de temps. Et alors Lorenzo a une expérience de gamer, mais si Xavier tu veux s'amuser à essayer de remplir le kérosène, on va peut-être passer un peu de temps. Je sens tout de suite qu'il y a une critique sur la... Il y a un mode mort définitif, où ça c'est vraiment pour ceux qui ont bien pensé le jeu, je pense, où on meurt, le jeu est fini. Alors le jeu se détruit pas automatiquement, mais par contre il faut recommencer une partie depuis le départ. Nous on va jouer en mode créativité. En mode créativité qui est les modes en gros où on a tous les curseurs au max, on est invincible, notre vaisseau est rempli de... On est les rois du pétrole, et on peut avancer. Alors pendant que ça charge, parce que ça met un peu de temps à charger mine de rien, parce qu'il y aura plein de choses à dire sur comment le jeu fonctionne, je vais relaisser nos deux invités se présenter. Lorenzo. Alors là c'est pas la primauté de l'âge, c'est la primauté de t'es à côté de moi. Bah ça marche. Alors du coup bonjour à tous. Et je m'appelle Lorenzo, je suis doctorant en dernière année de thèse à l'Institut de biologie structurale. Et je suis biologiste, j'étudie du coup à l'échelle moléculaire les limites du vivant. Donc voilà, comme dit précédemment, on essaie vraiment de pousser le vivant dans ses retranchements, de voir un peu ce qu'il donne quand on le met sous pression, quand on le remplit plein de sel, ce genre de choses. Là, voilà. La plein de glace apparemment, on est arrivé sur la première planète. Impeccable. Xavier. Bien, bonsoir, moi je suis Xavier Delfaux, je suis astronome à l'Institut de planétologie et astrophysique de Grenoble. Et je travaille dans le domaine de la recherche de planètes extrasolaires en m'intéressant particulièrement à des petites planètes, c'est-à-dire des planètes qui ont à peu près la masse de la Terre, et en particulier celles dites en zone habitable, c'est-à-dire que s'il y a de l'eau dans leur constitution, elles peuvent être liquides à leur surface. Et je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas du tout à quoi m'attendre ce soir. C'est un jeu que je ne connais absolument pas, donc voilà. Et ben là on est arrivé sur donc le jeu démarre, le jeu nous met sur une planète. On est un explorateur, un voyageur, je crois dans l'histoire officielle du jeu, on est un explorateur qui, alors pour vous résumer le jeu, comme je disais, c'est un jeu qui n'est pas linéaire, on peut faire un peu ce qu'on veut. Le pitch du jeu c'est très simple, on a un explorateur dans une galaxie plus ou moins inconnue, et le but c'est de rejoindre le centre de la galaxie. Pourquoi on ne sait pas, mais il faut qu'on rejoigne le centre de la galaxie. Alors en 1h20 on n'aura pas le temps de rejoindre le centre de la galaxie, surtout qu'on va bien se balader, mais on est déjà arrivé sur une première planète, donc là on est sur une planète qui s'appelle Ronus 15, il fait moins 59. C'est froid ou ça va? Il y a beaucoup de vie, je trouve, non? Pour moins effectivement, moins 59, il y a beaucoup de vie, oui. Ça a l'air très vivant pour moins 59 degrés. Pour moins 59, ça a l'air d'avoir beaucoup de vie. Voilà, on croise une petite bestiole là effectivement qui se balade, sans combinaison, tout va bien. Oui, et là j'ai pu voir des bestioles volantes aussi dans le ciel. Alors sachant que si tu appuies sur R là, tu peux scanner, tu vas activer le scan. Et si tu te mets sur un caillou ou n'importe quoi, alors là le caillou. Alors ça là. Ouais, et tu appuies sur R2 du coup. On continue. Tu peux le scanner. Donc là on a découvert ce que c'était mais on l'a pas ramassé quoi. Non, alors pour le ramasser, ça va être, tu peux sortir du scan. Et là tu peux le ramasser à la mode scientifique, je crois que si tu appuies sur R2. Hop. Voilà. Alors, à la ramasser à la mode scientifique, c'est-à-dire... On tire dessus. On tire dessus. Alors c'est pas comme ça qu'on ramasse sur Mars, le rover, c'est pas comme ça qu'il ramasse des cailloux. Hein. Il a une petite pelle et un machin comme ça plutôt. Et... Donc tous les objets peuvent être scannés. Presque tout, parce qu'en fait il y a dans le système de jeu,
Alors, est-ce qu'on irait jusqu'à dire que c'est une valorisation du travail de chercheur? Mais en fait, tu gagnes de l'argent du jeu en scannant des choses. Parce que le but, c'est que tu explores ta planète le plus possible. Normalement, et le jeu te dit, ouais, t'as des trucs, là, ça doit être de l'hydrogène ou je sais pas quoi. Sachant que voilà, là on joue en mode créatif, donc là le jeu ça a l'air plutôt une petite balade de santé tranquille, mais si on jouait en mode normal, là notre personnage il serait en train de. Sa combinaison est censée avoir un système de survie au sein de sa combinaison qui a besoin d'être rechargé, et du coup on alternerait entre des phases où on panique parce qu'il faut recharger sa combinaison avec du matériel, et des phases où on panique parce qu'il faut recharger son vaisseau avec du matériel, et des phases où on panique parce qu'il faut se faire attaquer par des bestioles, et globalement des phases où on panique. Oui. Oui. J'aime bien prendre un micro alors qu'on est à 2 mètres. Alors juste une toute question technique sur le jeu. Est-ce que tu pourrais monter un peu le son ou voir s'il y a de la musique, un fond sonore un peu smooth, un peu jazz smooth de l'espace. Voilà. Ouais, mais il n'y a pas de musique tout le temps. Pas de musique tout le temps, la coquille. Et alors moi j'aurais une question, du coup là je suis une question publique, hop là, je suis assis, je suis public, qui s'adresse à Lorenzo et à Xavier. Qu'est-ce qui donne envie dans son parcours d'études ou personnel de se dire je vais aller étudier une planète à X millions d'années-lumière ou en tout cas, étudier un objet d'étude que je ne pourrais jamais toucher. Qu'est-ce qui donne envie d'aller travailler sur l'espace, en fait? Je peux démarrer. Après, tu auras sûrement autant de réponses que de personnes à qui la question est posée. Je sais que de mon côté, quand j'étais ado, jeune adulte, j'étais déjà passionné de science-fiction. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve souvent chez les astronomes. Pas tous, mais il y a une fraction de passionnés de science-fiction qui est assez importante chez l'astronome. Donc cet aspect de découverte de limites quelque part et d'aller au-delà. On sait bien qu'on ne pourra jamais y aller sur ces planètes. Cette fille, je ne suis pas sûr qu'elle existe, elle est un peu bizarre quand même. Mais je sais bien qu'on ne pourra jamais y aller sur ces planètes. Notre humanité, c'est quasiment impossible d'y aller. Mais une façon de l'approcher, c'est de l'observer depuis le sol, de trouver les moyens d'en savoir quelque chose. Donc c'est une façon de dépasser nos limites, de voyager, de continuer à voyager, tout en restant sur place. Et puis sinon, pour la petite histoire également, comme quoi les émissions de vulgarisation, ça servait à quelque chose. Je sais que l'accroche, elle est venue quand, je sais pas, j'avais 13-14 ans, et j'ai vu l'émission de Carl Sagan, Cosmos. Alors, je sais pas si vous la connaissez, elle date un peu maintenant, elle date un petit peu, mais clairement, derrière, j'étais complètement accroché, j'ai dépensé tout mon argent de poche, je crois que c'est des bouquins d'astronomie. Donc voilà, c'est de là. Entre la télé et la science-fiction, ça peut amener à se faire des choses. Et du coup, est-ce que si tu avais grandi par exemple maintenant avec des jeux comme ça, est-ce que ce serait ce genre de jeu où je pense qu'ils auraient pu t'accrocher aussi en te disant C'est difficile à répondre, bien je sais sûr, pas du tout. Je sais bien. Non, je sais pas du tout si. Et c'est clair qu'il y a une approche qui rappelle la science-fiction. On voit typiquement ici les images qu'on aime se faire des planètes, on aime bien les imaginer tout de suite avec plein de vie. Oui. Avec plein de vie présente, avec des choses qui rappellent la Terre, mais en un peu plus exotique. On ne sait pas ce que c'est, cette espèce de formation rocheuse un peu particulière. Donc on est typiquement dans l'imaginaire collectif de reproduction d'une planète. Ouais. Alors que quand on voit les planètes du système solaire, la seule sur laquelle il y a de la vie macroscopique, c'est la Terre. Peut-être la seule où il y a de la vie tout court, mais on ne sait pas encore pour les autres. Et puis quand on s'intéresse à les planètes extrasolaires, pour l'instant on n'en sait pas grand-chose, on sait qu'elles existent, mais on n'a pas encore vraiment d'idée de ce qu'il y a à la surface. Ouais. Mais c'est très... On s'attend à ce que la grande majorité, il n'y ait pas de vie, et on ne sait pas s'il y en a quelques-unes où il y a de la vie. Et là on voit systématiquement la première planète sur laquelle on se retrouve, même s'ils l'ont mis à moins 60 pour mettre des conditions extrêmes pour dire c'est pas la Terre, ils ont mis de la vie partout, quoi. Oui. Alors que sur Terre, quand il fait moins 60, il n'y a pas de la vie partout. Non. Alors du coup c'est marrant ce que tu disais, le côté justement les images qui ont pu t'attirer quand tu étais plus jeune et qui te donnaient envie de faire ça. Parce que les développeurs du jeu ont dit justement que une de leurs grosses sources d'inspiration aussi, c'était ces histoires avec lesquelles ils ont grandi dans les années 70-80 par exemple, et notamment qu'on retrouve dans l'aspect général du jeu, notamment dans la combinaison là, avec le personnage qu'on contrôle. On suit là. Sur un côté une combinaison un peu rétro, un peu ce qu'on pouvait imaginer quand on explorera l'espace, on a des combinaisons très légères, très pratiques,
Ouais, c'est un survêt là. Ah, c'est un survêt c'est un survêt de voyage. C'est un survêt de voyage. Du coup, le jeu, pour vous donner un peu une idée de comment il a été créé, ça n'a pas l'air comme ça de l'extérieur, et ça n'a pas l'air forcément très impressionnant, mais en fait, tout ce qu'on voit est généré par l'algorithme du jeu au moment en fait où la partie est lancée. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la création procédurale, c'est-à-dire que le jeu a une base, a un ensemble de choses pré-créées, mais c'est l'algorithme au sein du jeu qui va, à chaque fois qu'on lance une nouvelle partie, créer l'intégralité de l'univers dans lequel on va se balader, et qui va aussi créer à chaque fois qu'on va se déplacer pour aller voir une autre planète, qui va créer cette nouvelle planète, ce qui fait qu'on ne trouve jamais globalement la même chose quand on joue. Et les développeurs ont voulu aller encore plus loin dans l'idée de montrer l'immensité de l'espace au travers de leur jeu, l'infini de l'immensité de l'espace, dans le sens où tous les gens qui jouent à ce jeu jouent sur un seul et unique serveur qui représente l'univers, du coup l'univers du jeu. Et tout le monde, à chaque fois, va découvrir des planètes. Là, la planète Ronus 15, où il fait moins 59 points, on a perdu encore de la température. La planète Ronus 15, on est les premiers à l'avoir découverte. Normalement, si on va dans le menu de pause, on pourra voir que, si je ne me trompe pas, voilà. Ça, ouais, non, si tu cliques dessus. Non, il veut pas. Ah, voilà. Ronus 15, voilà, elle a été découverte aujourd'hui par King Mingao, c'est moi sur mon compte Steam. Et on est les premiers à l'avoir découvert. Donc, si jamais un jour, un autre joueur qui joue sur le serveur tombe sur notre planète, il va voir, il se dira, il verra que la planète a déjà été découverte. Sachant qu'il y a très peu de chances, mine de rien, qu'un autre joueur vienne sur notre planète, parce que pour vous donner l'ordre de grandeur, c'est que ils ont poussé les curseurs à fond, les développeurs ont annoncé que le jeu, l'algorithme du jeu peut composer jusqu'à 8 ou 15, je me rappelle plus, je crois que c'est 8 quintillions de planètes. Quintillions. C'est ce qu'ils annoncent. Hein. C'est combien un quintillion? C'est combien un quintillion? Je sais pas ce que c'est un quintillion. Ah oui. Pour moi c'est plus que des milliards déjà. Donc il y a très peu de chances qu'on croise d'autres joueurs et il y a très peu de chances que de toute façon on tombe sur le grade d'un joueur. Mais c'est cet aspect qu'ils ont voulu mettre de chaque fois qu'on lance une partie, c'est un peu notre aventure, c'est nos planètes qu'on découvre. Du coup, question, comment ça se passe en astronomie qui décide comment on appelle les planètes, qui décide... Ah là là. Ah là là. On peut faire 1h20 là-dessus, c'est bon? Non, mais il y a des écoles. Le nom classique qui est donné, c'est le nom de l'étoile, avec un petit, et le petit A c'est l'étoile, le petit B c'est la première planète, le petit C c'est la deuxième planète, le petit D, donc ça donne des très jolis noms, je sais pas, HD 229-388C par exemple, ça peut être une exoplanète. Et il y a eu des tentatives de donner des noms en faisant voter le public sur quelques dizaines, je ne me rappelle plus le chiffre exact d'exoplanètes, pour essayer de leur donner des noms un peu plus marquants, dont on se rappelle un petit peu mieux. Mais bon, ça n'a pas du tout été adopté par la communauté scientifique, donc l'UAI a effectivement une cinquantaine de planètes qui ont des noms, je ne me rappelle plus ce qu'elles sont, mais strictement personne ne les utilise, il faut l'avoir noté. Donc on reste sur le nom de l'étoile, qui est un nom de catalogue en général. HD c'est le catalogue Henry Draper, un astronome fin 19e qui a catalogué la plupart des étoiles les plus brillantes, avec un numéro derrière, et puis un petit B si c'est la première planète trouvée, le petit C, etc. derrière. Donc généralement c'est un nom de code avec un petit C derrière. Donc il n'y a que les planètes de notre système qui ont des noms alors jolis. Qui ont des noms qui viennent... Il y a longtemps. Qui viennent des Grecs à l'origine pour les noms de ce qu'on connaît, mais les Babyloniens en tout premier, enfin la Mésopotamie, qui donnaient des noms de dieux, c'est le domaine des dieux, le ciel c'est le domaine des dieux. On a gardé ces noms et on a continué cette tradition, c'est-à-dire que les nouvelles planètes qui sont découvertes, ou les petites planètes, les planètes naines qui peuvent être découvertes aujourd'hui dans le système solaire, c'est encore des noms de dieux qui leur sont donnés. Alors plus forcément grecs, ça peut être des noms de dieux de différentes croyances, mais il y a encore des noms de dieux qui sont donnés. Mais effectivement, et alors dans le système solaire, quand des astéroïdes sont détectés, il y a on peut proposer le nom de quelqu'un, donc les astéroïdes ont des noms de personnes, mais par contre les exoplanètes, non, elles n'ont pas de nom. Alors, pourquoi certains objets ont des noms, d'autres n'en ont pas? Du coup, j'aurais deux questions par rapport à tout ça. Et n'hésitez pas à prendre le micro si vous en avez aussi, parce que moi je suis très bavard, donc c'est facile. Justement, donc la première question... La première question que j'aurais, c'est par rapport à ce que vous appelez les planètes naines. Juste
Justement, ces fameuses planètes naines, c'est quoi? C'est juste parce qu'elles sont trop petites et à partir d'un moment on a dit ça c'est nain, ça c'est des planètes de taille normale? Oui, alors ça c'est dans le système solaire, hein, qu'on les comme ça. Je vais me promener un peu. Il va pas longtemps, mince. Il n'y a pas beaucoup d'autonomie. Les planètes naines, le problème s'est posé avec Pluton. Donc et Pluton, justement, 9e planète du système solaire, découvert dans les années 1920. Et le petit souci, c'est que dans les années, je ne sais plus quand est-ce que ça a eu lieu, dans les années début des années 2000, fin des années 90, on s'est mis à découvrir dans cette zone-là un certain nombre de corps qui avaient à peu près la même taille que Pluton, la même masse, voire plus gros pour certains. Et du coup, ça posait problème. Si Pluton était une planète, on se peut avoir une quinzaine de planètes dans le système solaire. et du coup on a préféré en mettre plutôt que juste 8 parce que c'était plus simple à apprendre à l'école, c'est ça? Ou il y avait d'autres raisons techniques? On a réfléchi ce qu'était la différence. Et la différence c'est qu'une planète comme la Terre, ou comme Mars, ou comme Jupiter, ça a fait le nettoyage autour d'elle. Et il reste autour d'elle, il reste que elle, et éventuellement des corps qui orbitent autour, qui sont leurs satellites. Alors qu'un objet comme Pluton, il y a des corps de même masse qui orbitent autour, parce que sa gravité n'est pas suffisante pour avoir fait le ménage autour d'elle. Donc la différence a été là, surtout une planète, déjà ça doit être circulaire, parce qu'un objet, quand ça devient gros, la gravité fait que les trous veulent être remplis et que les montagnes veulent s'écrouler. Donc ça, en gros, ça met tout à la même taille du centre et ça devient circulaire au-delà d'une certaine masse. Et puis ça doit avoir fait le ménage autour d'elle. Et il ne doit pas y avoir d'autres objets qui orbitent proches avec des mêmes caractéristiques. Et là, ça ne marche plus pour Pluton, par exemple. Donc Pluton, dans ces cas-là, a été dégradé du statut de planète à planète naine. Derrière, mine de rien, il y a une petite lutte politique. C'est que, vu que la plupart des planètes, soit sont connues depuis l'Antiquité, soit ont été découvertes... c'est la seule américaine, Pluton. C'était la seule américaine, à l'époque. Et donc, les Américains ont fait un peu la tête. On enlève la seule planète américaine détectée. Donc, il y a eu une vraie lutte. Et au moment du vote par l'UAU, les astronomes américains ont plutôt voté pour le fait que Pluton reste une planète. Et les astronomes dans le pays, alors là, c'était pas une vue biaisée, c'était de la logique, mais il y avait effectivement une notion. Alors, je vois qu'il y a un ciel étoilé, on va voir un peu ce qu'il y a dehors. Voilà, j'attendais que la nuit tombe. Tout à l'heure, il y avait un truc bizarre sur la Lune, mais c'est l'idée, c'est pas faire ouais, mais c'est pas le jeu des 7 heures. Oula, qu'est-ce que on a un satellite autour de Saturne. Est-ce que c'est pas nous le satellite plutôt? Ouais, c'est ça. Alors, cette planète, on pourrait y aller. Celle-là, ouais, mais celle-là, elle doit être gazeuse, il ne doit pas y avoir grand-chose. Et on peut aller voir, on pourra littéralement aller voir, prendre le vaisseau et aller vers... Je vais au sommet pour voir ce qu'il y a. Vers sa planète. Je vais voir ce qu'il y a au sommet, là. Qu'est-ce que tu penses de la vie, Lorenzo? Sur Ronus 15? Ouais. À moins 62,9. Alors effectivement, on est sur des conditions quand même qu'on peut tout à fait qualifier d'extrêmes. En tout cas, effectivement, nous, sans combi, on ferait pas un pied dehors. Maintenant, sur Terre, on connaît des organismes qui sont capables de croître et de vivre en parfaite santé, disons, à des températures négatives. Mais à ce stade-là, ça commence vraiment à être assez exotique par rapport à ce qu'on connaît nous sur Terre. Du coup, ça pose bien de questions en fait. Comment est-ce qu'une vie pourrait fonctionner à une température si basse? C'est quoi la température la plus basse qu'on a enregistrée sur Terre, par exemple? La plus basse qu'on a enregistrée au sol, je crois que ça va chercher dans les moins 80, mais c'est ponctuel dans des bases en Antarctique. Mais il y a pas de peut-être. Oui, il y a des endroits, il y a tout à fait. En revanche, là où on a pu trouver de la vie, au minimum, on a une levure qui continue à croître à moins 18 degrés et une bactérie qui continue à faire un petit peu de métabolisme, un petit peu à respirer, ce genre de choses, à moins 33 degrés. Donc là, c'est un petit peu les limites inférieures de la vie par rapport à la température. Mais bon, là, on peut tout à fait imaginer qu'il y a une biochimie tout à fait différente, qu'on n'est pas basé sur les mêmes types de molécules que sur Terre, et que potentiellement, peut-être quelque chose qui fonctionnerait à moins 63 degrés. En tout cas, là, je vois qu'on a de la neige. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quel type d'environnement les développeurs associent avec ces conditions-là. Donc, on a de la végétation, on a de la neige, visiblement, peut-être des lacs, du nuage, je sais pas. Donc, il faudrait se voir aussi quel type de chimie il y a derrière. C'est-à-dire que, typiquement, il y a une lune de Saturne qui s'appelle Titan, où en fait il y a des rivières, des lacs, des puits, etc. à des températures extrêmement basses aussi. Sauf que du coup là-bas, l'eau est remplacée par du méthane, des composés carbonés, etc. Donc, la grosse plante carnivore comme il y a chez nous, là, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a chez nous. On trouverait pas sûr que c'est une question que je vais te poser, Lorenzo. On a quand même, la température est froide, la vie est quand même beaucoup basée sur l'eau. Donc là, il faut quelque chose qui lutte contre le fait que l'eau gèle dans les organismes, j'imagine. C'est un petit peu compliqué, sinon d'imaginer... Enfin, je ne sais pas ce que tu vas en dire, c'est pas le spécialiste, mais un peu compliqué d'imaginer de la vie. Donc, est-ce qu'on, dans ces conditions-là, même sur Terre, on est plutôt sur des organismes microscopiques?
qui arrivent effectivement à développer des organismes macroscopiques de cette taille-là, ça devient un petit peu plus compliqué, non? Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, bah effectivement, après, quand on est un organisme macroscopique, on a une capacité que quand on a un microbe, on n'a pas. C'est qu'en fait, on peut délimiter un environnement extérieur, un environnement intérieur. C'est-à-dire qu'un organisme qui est capable de régler sa température à l'intérieur de son corps, au sein même de ses cellules, il va pas être exposé à la même température que l'extérieur. Alors qu'une bactérie qui est unicellulaire, elle va pas avoir cette possibilité-là. Donc effectivement, on pourrait imaginer qu'il y aurait plus de macro-organismes pour cette raison-là dans un environnement. Mais en fait, non, effectivement, c'est essentiellement de la vie microbienne. Donc là, on voit des plantes, on voit des animaux, littéralement. Effectivement. Mais, Il est souple, hein. Du coup, je sais pas si vous avez remarqué, Il y a mais de du la coup, lumière. dans le jeu, ils ont quand même essayé que. Le jeu se veut pas réaliste, hein, ça c'est très d'accord Oui, là-dessus. c'est pas l'idée. Le jeu se veut pas du tout réaliste. Non. Je pense que les développeurs, à leur niveau de développeurs de vidéos, ils ont voulu essayer d'être un castor géant. Parce que. Tu lui proposes de la nourriture Ça, je fais comment? avec Ça, le carré, je crois. Près de lui. Ah, regarde. Ah oui, maintenant. Attends, il Je vais y arriver. y a deux boutons, ça commence à devenir compliqué. Ah bah ouais, moi tant qu'il s'agissait d'avancer, ça allait, mais je vais le rattraper si j'y arrive. Mais les développeurs ont essayé quand même d'être à peu près crédibles dans le sens où les choses qu'on ramasse dans le jeu, là par exemple on a croisé tout à l'heure du sodium qu'on pouvait ramasser comme ça. Quand on joue en mode normal et qu'il faut créer du carburant, créer ses outils, recharger sa combinaison, etc. Ils sont pas partis sur l'idée de nous faire ramasser du gaz bleu et des gemmes rouges pour qu'on puisse se recharger. On a des éléments qu'on trouverait sur Terre, ou en tout cas sur le. Je crois que si tu appuies sur Start, ce bouton, hop, ici, celui-là, et que tu vas dans Catalogue, si je me trompe pas. Alors, oui, ton catalogue. Tout en haut, pour les menus, peut-être avec les flèches. Ok. Voilà, hop, voilà. Tu as. Alors, voilà, déjà on peut voir les planètes qu'il y a autour de nous. Donc là, c'est du coup, c'est un certain nombre de satellites autour de cette planète, je pense, non? Qu'on doit être. Ça, c'est l'espèce de gros Saturne, enfin, planète qui ressemble à Saturne qu'on voit dans le ciel. Planète inconnue, il y a plein de planètes inconnues. Est-ce que, vu qu'on n'a pas de chat, on peut faire un peu d'interactivité avec vous? Ouais. Vers quelle planète vous voudrez qu'on aille? Laquelle vous semble la plus attirante? Les anneaux. Les anneaux? Non, je leur pose la Les question, anneaux, hein. ça. Ah, il y J'ai a pas eu- du tout soufflé Il y la a eu réponse, un hein. consensus sur les anneaux. Hein Il y a eu un consensus sur les anneaux, là, ça. J'avais ici? Non, c'était pas la technique. Mais Alors, c'est- comment je Est-ce fais qu'on pour y peut appeler aller? notre vaisseau ou est-ce qu'il faut y retourner à pied Alors, et je crois qu'il faut retourner à pied. Alors normalement, si tu Non. sens ta- Je suis parti loin, non, là. attends, tourne doucement la tête. Ah bah, il y en a un qui se barre, c'est pas le nôtre celui-là. C'est de la vie, hein. Il y a de la vie. Non mais alors on est dans un univers où globalement il y a quand même, on est quand même tout le monde est à peu près très évolué. Il y a quand même de la vie. Juste retrouver le vaisseau. Ah ça va être par là. Tu vois, faut que tu suives les C'est-à-dire les si, losanges blancs là. Tu veux le ramener, Lorenzo? Tu suis les losanges blancs. Allez. Tiens, j'ai conduit pendant quelques temps. Putain, on est loin, je sais pas où. Il y a des nébuleuses dans le ciel, on dirait aussi. Oui, donc ils ont voulu, voilà, on ramasse du sodium, on ramasse, si on utilise, là, dans tout à l'heure, attends, c'est quoi ça là? Non, tu vois là, ils nous indiquent qu'on peut trouver du Ouais. N, je sais pas ce que c'est. Na, c'est du sodium, sodium, du O2, d'oxygène, de l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, il n'y en a pas beaucoup normalement. Ah, ça dépend Ce sur genre quelle de forme. planète. Bah, c'est dans l'eau, quoi. Sur Terre, l'hydrogène, il est dans l'eau. Voilà, ils ont voulu essayer, et surtout quand tout à l'heure, là, par exemple, si tu reprends ton petit laser et que tu détruis des rochers comme tu faisais tout à l'heure, il te dit voilà, tu ramasses de la poussière de pyrite. Alors, est-ce que ça existe vraiment dans la pyrite, dans la vraie vie? Est-ce que C'est un minéral de fer, non? Enfin, Voilà, ils ont essayé de faire en sorte qu'on puisse se dire ah là, quoi, ce à quoi on joue quand même, il y a derrière, il y a une. après, est-ce que c'est plus mettre des mots qui font scientifique sur un truc, genre oh là là, les turbos laser de zirconium C'est possible aussi. C'est possible. Mais ils auraient pu choisir la facilité en disant bon bah voilà, vous ramassez du schmilblick et du schmilblick et puis ça vous fait du carburant quoi. Et donc là on va rentrer doucement au vaisseau. Le jeu se veut aussi un jeu quand même qui. La faune. Écoutez, je suis biologiste, hein, on est censé disséquer ce qu'on voit. C'est comme ça qu'on Là, tu l'as un peu cramé. C'est comme ça qu'on fait de la biologie. C'est ouais. comme ça qu'on biologise. Non, mais sans rigoler, moi typiquement au laboratoire, enfin en collaboration avec d'autres chercheurs à l'Institut Lollangevin, en fait ce qu'on fait, c'est qu'on a nos échantillons de cellules qu'on met dans une sorte de petite fenêtre en métal. Il y a un faisceau de neutrons qui passe à travers ça et ça chauffe en continu. Ouais. Et l'idée c'est que du coup nos cellules, on les cuit jusqu'à 60, 70 degrés selon les expériences. Et ça nous permet de nous renseigner sur les propriétés de leurs molécules en fait. D'accord. Et au final, malheureusement, la biologie, souvent, elle est destructive. C'est-à-dire qu'on a besoin un petit peu
d'ouvrir les objets, de les pousser un peu dans le retranchement pour voir leur Il propriété. faut savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on tire au laser sur des plans, c'est vachement sympa. Mais quand on arrive au niveau d'un objet inconnu, c'est une des questions qui se posent. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire sur une autre planète que la Terre? Et du coup, justement, en tant qu'astronome, où c'est très compliqué, on peut pas aller sur tous les exoplanètes. Il n'y a pas un côté frustrant de se dire Sur les exoplanètes, oui, on peut. C'est sûr, on va. pas. Il y a pas Je un pense côté qu'on ne frustrant. pourra jamais. Un côté Mais par contre, il y a la question sur les objets du système solaire. oui. Sur martien, Sur typiquement. Mars, sur les satellites glacés dont parlait Lorenzo tout à l'heure, ou ces satellites autour de Saturne ou de Jupiter, où il fait froid, donc l'eau, il y a beaucoup d'eau dans la construction de ces satellites, énormément d'eau, parce qu'il s'est constitué à un endroit donné, il y avait beaucoup de glace qui s'est accumulée avant pour faire l'objet. Il fait froid, donc c'est de la glace autour, mais le cœur de la planète est chaud. Du coup, il y a un océan sous cette glace, derrière une banquise de plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur, enfin d'épaisseur. Et la question qui se pose, c'est aussi là-dessus que Lorenzo travaille en particulier, c'est est-ce que de la vie peut exister dans ces océans? C'est sous la glace, mais il y a des volcans en dessous, donc il y a des sources d'énergie potentielle. Et il y a suffisamment d'éléments minéralogiques pour créer éventuellement la richesse humaine. Mais est-ce que la vie peut exister? On n'est pas prêt pour y répondre, c'est très difficile d'y répondre dans l'extérieur. Une des questions qui se pose, c'est si on imagine une manip un peu compliquée, est-ce qu'on a le droit de forer pour aller voir ce qui se passe en dessous? Et là, toute la question qui se pose, oui, peut-être, mais il faut être sûr à 100% qu'on n'est pas en train d'amener de la vie terrestre, bactérie terrestre, et qu'on va tuer la vie qui est en dessous en la polluant par de la propre vie terrestre. Et là, il y a beaucoup de questions d'éthique qui se posent, où on voyait quoi que ce soit qui va pas être très très bon pour la vie qui est en dessous. Il y a des astronomes comme toi, par exemple, qui se spécialisent sur ces questions d'éthique, sur le... La question est ouverte, elle se pose en tout cas. Et on est... actuellement, le développement d'une science spatiale hors de grandes communautés nationales, hors de grandes agences nationales, Elon Musk ou autres, pose beaucoup de questions là-dessus notamment. Parce qu'on n'est pas sûr que la même éthique va se développer pour cette découverte spatiale par ces entreprises, qui ont quand même un but mercantile en premier lieu. Donc là, oui, des questions se posent sur cette partie-là. D'ailleurs, ça, c'est une question qu'on va devoir se poser très très vite en tant que scientifique, parce qu'il y a des missions actuellement qui sont en cours ou qui sont en train de lancer pour Mars, et qui impliquent notamment le retour d'échantillons en fait. Donc des extraits de sol, de sédiments, et peut-être même dedans des traces de vie présente ou passée, avec un peu de chance. Mais du coup, effectivement, il y a cette question de comment on les traite. Donc, outre l'aspect contaminer la Terre ou contaminer l'environnement extraterrestre, il y a aussi comment est-ce qu'on étudie ces objets en fait. C'est-à-dire que ces objets, ils sont dans un contexte donné. Quand on les ramène sur Terre, est-ce qu'ils vont être stables? Est-ce qu'on va pouvoir les étudier? Ou est-ce qu'on va les détruire au moment où on va les étudier, quoi? Est-ce que ce qu'on va étudier, ça représentera vraiment ce qui a été ramassé à ce moment-là, quoi? Parce que là, est-ce que Ronus 15, il va pas être, sa faune ne va pas se détruire parce que du coup on a un peu fait notre rayon un peu partout, on a fait pas de partout et ça, je veux dire. comme ça. Où le scaphandre n'a pas été bien stérilisé. On met le virus de je sais pas quoi qui va pas plaire. Tu vas rajouter un module pour pouvoir creuser, le sol pour pouvoir creuser. On prend ça sur la planète avec les anneaux. On va s'amuser à partir. Aller vers où? Regardez, parce que là je sais plus vers où aller. On a peut-être accès à une carte après, quand on est au vaisseau? Parce que la planète a peut-être tourné, on ne va peut-être plus dans le sol. Parce que le ciel a l'air de tourner effectivement de manière réaliste. Ça c'est notre vaisseau, c'est le pilier radieux. Alors c'est notre vaisseau pilier radieux. Et là on est encore sur une imagerie très 70-80 avec des turbines. On fonctionne à la turbine qui tourne. Avec des ailes d'ailleurs. Avec des ailes. Pour bien prendre l'air dans l'espace. Pour bien prendre les courants aériens. C'est un peu la guerre des étoiles. C'est ça plus X en même temps, je pense. Je suis content que ce soit qu'elle est manette. Ah, on la voit, elle est là-bas. Ah, là-bas. Évite de nous cracher. Aïe, 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 aïe. Alors, en biologie, c'est toujours un peu. Je sais pas si on va survivre à ce voyage. Ok, attends, je me fais un petit peu aux manettes. Sachant que la planète est quand même là, on a l'impression d'avoir énormément marché sur la planète, mais il faut voir que toutes les planètes qui sont créées dans le jeu sont vraiment très grandes. C'est-à-dire que là, si on s'amusait, si on mettait une balise pour s'amuser après faire le tour de la planète pour voir combien de temps ça nous prendrait à pied, on aurait là pour en temps réel là ici bien 2-3 heures à faire le tour, quoi, parce que c'est vraiment très grand. Ce qui reste raisonnable par rapport à une vraie marche. Bien sûr, mais il faut visualiser ça dans un jeu, quoi. Et je teste tous les boutons, c'est comme ça qu'on découvre un jeu. Donc là on a 2 petites planètes, je vois ça. Et même 3 d'ailleurs.
Et on a de la chance parce que là, du coup, on a été mis sur une planète qui est dans un système globalement où il y a quand même pas mal de choses à voir autour. Alors je sais pas si elles tournent autour de leur même étoile, mais c'est ça, elles sont vraiment très très proches les unes des autres. Elles sont vraiment très très proches. Elles peuvent se dire bonjour. Je pense elles peuvent vraiment. Ouais, ça c'est C'est pas possible. pas très stable. Non. Comment t'inscrire en vraie vie à s'attirer Bah, tu es dans la même situation que dans le système solaire. Tu as des distances énormes entre chaque. C'est ça. Ouais. Alors déjà, Tu as ça des t'accélère. distances énormes entre chaque planète Voilà. pour qu'il y ait une certaine stabilité. Sinon, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une planète naine, qui n'est pas naine a fait le ménage autour d'elle. Là, clairement, le ménage n'a pas été fait autour d'elle, donc il y aura des interactions dynamiques entre deux planètes. Et il y en a une qui va rester sur place et l'autre qui va être éjectée, ou les deux vont rentrer en collision. C'est d'ailleurs un propos de rentrer en collision. Alors le jeu est gentil parce que comme je te dis, on est en mode bac à sable. Ah, donc on peut se prendre des astéroïdes. Ouais, on peut. Mais dans le jeu normal, tu ne peux pas te prendre des astéroïdes, enfin tu es tombé sous le crash, tu meurs. Et du coup, dans le fameux mode mort définitive, tu fais gaffe. Alors là, du coup, si on y va à cette vitesse, on en a pour 13 minutes. Donc c'est un peu. Tu peux scanner Accélérer Tu peux scanner la planète avant, juste pour qu'on voit. comme ça. Non, c'est elle. Tu l'as, je crois. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, planète ardente. Ouais. Avec du cuivre, du phosphore, du sodium, du solarium. Et si tu appuies sur L1 et ces deux-là en même temps, tu peux activer le. La toupie. Non, les deux en même temps. Et, tout seul, c'est la toupie. Comme ça. Excuse-moi. Hop. Là, ça fait des petits boosts, c'est ça? Non, mais non, ça fait un grand boost. Tu peux me redire, excuse-moi. Ça et ça en même temps. Juste ça et ça en même temps. Ça et quoi? Ça et ça? Et ça. Ça et ça, ok. Voilà. Ah, l'hyperespace. Alors, est-ce que ça c'est réaliste d'un point de vue, on va dire, visuel? Parce qu'on voit ça dans toutes les œuvres de fiction, Oui, avec c'est vrai. les étoiles filantes, là, comme ça. Qu'est-ce que Là tu déjà en t'as pas penses? d'étoile entre la planète et les. Donc, Ah oui. je sais pas ce que tu vois qui file déjà. T'as pas d'étoile quand même entre la planète et toi, donc je sais pas ce qui file, c'est les astéroïdes. Parce que c'est toujours un peu sexy les astéroïdes, on peut s'imaginer. Effectivement, on se regarde, regarde les étoiles. On pourrait regarder des étoiles de. Surtout qu'il y a des trucs qui viennent de la planète là, on voit. C'est calmer un peu. Tu aurais pu. Alors, il est gentil ce. Lancement du vol suborbital. Donc là, on prend feu, parce qu'on rentre dans l'atmosphère, du coup. Oui. On prend feu. On chauffe un peu. Ça, c'est pour annoncer ton arrivée au locaux, pour dire je viens en paix. Bonjour. Je viens pour la science. Prosternez-vous devant ma science. Alors, ça va être très drôle parce que je me rappelle plus du bouton pour atterrir. Je crois que c'est ça, parce que là, j'ai regardé en tapant sur le carré, j'ai attitude trop élevée pour entamer l'atterrissage. Si les jeux est Donc, gentil, si tu veux, tu peux survoler un peu la planète. Alors là, on est en Arizona. Hein. Ça a l'air sec. Hein. Clairement, je pense qu'on va trouver un casino quelque part et on va jouer à un autre jeu. Alors, ça a l'air beaucoup plus C'est sec. du désert, des cratères, des nuages, donc une atmosphère. Alors c'est marrant parce que du coup on est sur une planète avec des anneaux un peu comme Saturne. Et juste de penser comme ça, je n'ai aucune idée de quoi est composé Saturne. C'est censé être quoi, une planète gazeuse? C'est une géante gazeuse? Saturne, c'est une géante gazeuse, 100 fois la masse de la Terre, donc on est sur une très grosse planète, c'est la deuxième après Jupiter. Et les anneaux, donc oui, Saturne, il y a peut-être un cœur d'une dizaine, vingtaine de masses de la Terre au milieu, qui peut être autre chose. Mais essentiellement autour, c'est l'hydrogène et de l'hélium, essentiellement avec quelques autres composés chimiques qui sont des nuages dans l'atmosphère supérieure. Et les anneaux, c'est essentiellement des blocs de glace qui font des milliards de blocs de glace qui font de quelques mètres à quelques microns, qui sont tous dans le même plan. D'accord. Donc tu ces anneaux qui orbitent autour. Donc là, si on est sur une planète tellurique, on est une planète beaucoup moins massive. Hein. Les planètes telluriques, les plus massives qu'on connaisse, alors, pas dans le système solaire, mais dans le système solaire, elles font autour de 10 fois la masse de la Terre. Au-dessus, ça devient des planètes qui attirent du gaz de manière importante, et donc il y a une enveloppe de gaz conséquente qui les entoure. Donc là, si c'est un objet qui au plus fait quelques masses de la Terre, c'est quand même difficile d'imaginer des anneaux stables autour de ce genre d'objet qui fait une masse 550. Plus la planète est grosse, plus elle aura de chance, entre guillemets, ou elle sera obligatoirement gazeuse. Oui. Pour deux raisons. Déjà, il y a. C'est très moche. Oui, Ouais. assez, ouais. On ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que ça mérite de vivre? Je sais pas. Mais... C'est quand même assez mignon. Là, il y a là, éthiquement, hein, c'est qui décide de vivre. Je suis pas sûr que. Après, visiblement, on parlait d'éthique tout à l'heure. on n'est pas les Je premiers suis à pas arriver sûr ici. que hein. ça. Visiblement, il y avait déjà une base en arrivant. Moi je suis pas scientifique, Il y a c'est les déjà émotions des- qui parlent. Ah ouais. Donc oui, tu parlais de la masse versus. Déjà quand une planète donc, se forme
au moment où l'étoile est jeune, c'est dans un disque de matière qui tourne autour de l'étoile quand la planète se forme. Elle va commencer par accréter du matériel solide, qui va être capable de se coller comme de la neige qu'on se colle l'un à l'autre, et puis ça fait une boule de neige encore plus grosse. Matériel solide qui va se coller petit à petit. À partir d'une certaine masse, elle aura la gravité pour attirer tout ce qui est autour. Elle va d'abord plutôt attirer les cailloux, parce qu'elle aura du mal à attirer du gaz et à le garder. Il va s'échapper facilement. Par contre, que les roches ou les glaces, elle peut l'attirer et le garder. Et par contre, une fois que l'objet fait quelques fois la masse de la Terre, sa gravité est telle, son puits gravitationnel est tel, qu'il va attirer tout le gaz qui est autour. Et là, il va s'entourer d'une énorme enveloppe de gaz, ça va donner une planète du type Uranus-Neptune jusqu'à 20-30 fois la masse de la Terre, ou Saturne-Jupiter jusqu'à 300 fois la masse de la Terre. Moi, j'aurais une question pour le public. Est-ce que du coup, il y en a d'entre vous qui ont déjà joué à No Man's Sky ou qui connaissaient Est-ce que vous avez un mot à dire ou une question à leur poser aussi? Il faut pas avoir peur, hein, le micro il est là. Est-ce que vous avez déjà joué à No Man's Sky Non. C'est une découverte pour tout le monde. C'est une découverte pour tout le monde. Du coup, là, on est à 65,5 degrés. Est-ce qu'on a fait mieux sur Terre? Oh oui, très largement. Bah là, typiquement, dans ce domaine de température, on est chez ce qu'on appelle les thermophiles, donc, qui aiment la chaleur. Et au-delà, on serait chez les hyperthermophiles qui aiment vraiment la chaleur. Vraiment très fort. Ouais, et ça, on trouve ça, en fait, c'est assez abondant sur Terre. C'est-à-dire qu'on a les sources chaudes volcaniques, style Yellowstone, etc. Mais on a aussi, en fait, du coup, ce qu'évoquait Xavier tout à l'heure, dans les océans terrestres, c'est des volcans sous-marins qu'on appelle des fumeurs noirs ou des cheminées hydrothermales. Et en fait, ces environnements-là, ils peuvent atteindre des grosses températures. Et là, je me fais attaquer complètement. Non, je sais pas pourquoi il te dit attention. Ah si, normalement c'est toi qui t'attaque, mais là t'es en mode bac à sable, il te clappe. Bon, tant mieux. En tout cas, ouais, ce genre de température, en fait, dans ce genre d'environnement, on peut atteindre des températures qui vont jusqu'à 100, voire même plus de 100 degrés. À cause de la pression, l'eau reste liquide. Et on a des organismes qui arrivent quand même à croître, à survivre à 122 degrés. Donc ça, c'est connu. Maintenant, voilà, on peut se demander aussi quel type d'adaptation il y a derrière. Là, typiquement, il faut vous dire qu'en fait, à cette chaleur-là, tiens, Xavier, c'est un peu à ton tour. Attends, je vais juste Hop, mettre le petit mode pour creuser des le trous. petit mode pour creuser pendant que tu expliques. C'est un peu le leitmotiv, creuser des trous dans cette émission, non? C'est un peu le leitmotiv de creuser des trous. Alors là, tu vois, on a trouvé ce magnifique truc. Voilà. Ce magnifique truc. C'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. C'est toutes les matières présentes dans le jeu, par exemple. Toutes les matières, alors je sais pas si les trucs, je pense pas que ce soit des représentations scientifiques de à quoi ça ressemble pour de vrai. Je suis pas géologue. Ah là, c'est plus des atomes, j'ai l'impression. Il y a des atomes, ça va, mais il y a des choses. Oui, t'as raison, c'est que des atomes. Non, t'as raison. Ah non, regarde, on a des molécules, genre l'ammoniac, Oui. c'est de l'azote et de l'hydrogène, et puis on a des minéraux, les trucs en HIT, je pense que c'est des minéraux. Oui. On a de la bave vivante. Génial. Je pense que et du Il y a fluide du métal visqueux. rouillé. Oui, bon, ils pouvaient pas non plus. Ils ont pas mis tout le tableau périodique, hein, mais alors c'est pas ça que je voulais vous montrer. Et du coup, chaque élément a une utilité en fait, c'est-à-dire que le radon, l'uranium et le cobalt servent à faire des choses différentes. D'accord. Oui, c'est ça. C'est en fait, tu vois, après, tu vois là, ce qu'on utilise depuis tout à l'heure, c'est notre petit rayon d'extraction. Après, on scanne et là, on a la visière, on a notre visière. T'as ton vaisseau. Après, tu peux rajouter plein de choses sur ton vaisseau. Tu vois, les canons, lance-roquettes, propulseurs. Après, tu peux rajouter plein de choses. Comme je disais, le but du jeu, en fait, c'est d'aller de rejoindre le centre de la partie. C'est que tu arrives sur une planète. Tu sais pas pourquoi, il faut que tu ailles au centre de l'univers. Au centre de l'univers, tu as un trou noir. Il faut que tu arrives dans ce. Alors, je sais pas s'il y a vraiment des trous noirs au centre de l'univers, ça je sais pas. Au centre de la galaxie. Au centre de la galaxie. La galaxie. Au centre de l'univers. Oui, pardon, Au centre de la galaxie, tu as des trous noirs. C'est moi qui. De toutes les galaxies De toutes les galaxies de taille importante. Les galaxies naines, pas forcément, mais celles de taille importante. Et nous, la nôtre, pour l'ego, Oui. pour notre ego, c'est une galaxie de taille importante. Oui, ça reste. Ça va. C'est une belle galaxie. Ça va, c'est ok. Il y a quelques centaines de milliards d'étoiles. Donc, ça, c'est tout ce que tu as ramassé depuis tout à l'heure. Tu vois, on a ramassé du blé sur la première planète, on a ramassé du blé étonnamment. Voilà. Des morceaux de viande, de la mordite, du miel. À l'instant, dans la créature mignonne. Ah, On c'est l'a vrai. pas tué, il nous a donné ça. C'est pas C'est juste en lui mettant un coup. Non, on lui donnait à manger, puis après il y avait l'option extraire du miel, donc Ah, pourquoi pas. magnifique. Et on va rajouter sur notre multi-outil, on va rajouter, c'est ouf, opérateur de terrain, c'est ce module, je crois que c'est ça, non c'est pas ça. Ah si, c'est un peu ça, on peut le faire, c'est marrant. Oui, donc tu vois, ça c'est l'avantage du coup, c'est qu'on a tout, voilà, on installe t'installes des gens talus sur ton machin et c'est boum, tu peux tout faire avec. Lance-foudre, non c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça. Ça, c'est que des armes, non? Oui, ah non mais il y a un canon géologique. Tu vois, Enfin, appareil de destruction du terrain. ah, ça doit être ça. Voilà, on va mettre boum. Laser d'extraction.
Oui, non, mais alors on est vraiment sur... la science a beaucoup évolué dans ce monde-là. On a un truc qui ressemble vaguement à un scanner de supermarché et avec ça tu fais tout. Non, mais finalement, au labo aussi, hein, c'est du bricolage. La plupart des équipements qu'on a, souvent, c'est des choses qu'on répare, qu'on ajuste, on rajoute des modules, et finalement, personne d'autre a cet équipement-là parce que tout le monde l'a réparé de manière différente. Donc, Ah oui. Alors, ça, je vais pas mettre dessus. Mais. Non, non plus. Je sais pas. Ah. Recharger l'équipement, c'est pas ce que je peux. Ah, on peut appeler un véhicule. Ah, si, on peut appeler le vaisseau en fait. Ah, voilà. Alors, je vous jure que j'ai déjà joué au jeu avant de jouer. Non, par contre, on peut appeler des véhicules. On peut appeler le. Qu'est-ce qu'on peut appeler quel véhicule Il y a des voitures, là, ça va aller vite. C'est des voitures. Pourquoi je peux pas les appeler? C'est pas très sympa. C'est pas très sympa. Non, ah, voilà. Qu'est-ce que. Vous voulez la combinaison, l'exosquelette en mode. Le Gundam. Un truc qui permet d'aller vite sur la planète. Alors ça te permet pas d'aller vite, mais ça permet de monter les côtes. Ça a l'air d'aller vite, ça. C'est quoi ça? Allez, on va prendre le... Oui. C'est moi ou c'est un jeu chronophage, hein? C'est un jeu très chronophage. Parce qu'il y a plein d'options dans tous les sens. Il y a 10 milliards d'options, et il faut voir que là, du coup, là, on est content, parce que du coup, on y a accès tout de suite. Mais... Non mais truc... Pour montrer comment ça marche. En théorie, tu arrives sur ta planète, t'as rien. Ton équipement, il te dit, ton équipement est en train de te dire tout va lâcher, tu es sur une planète à plus 69 degrés, tu vas mourir. En plus, là on n'a pas eu encore, mais des fois tu as des tempêtes sur la planète où tu es. Tu peux avoir des tempêtes de gaz, tu peux avoir des tempêtes de foudre, tu peux avoir des tempêtes de. Un peu tout et n'importe quoi. Et toi tu te dis, mince, mon équipement n'est pas réparé, si je me prends une tempête de gaz toxique, je vais mourir. Du coup, tu cherches une grotte pour t'abriter, mais en même temps, il faut pas non plus que tu ailles trop loin de ton vaisseau, parce que sinon tu pourras pas. Trouver à temps. Et là, nous, on a juste rajouté des pièces sur un module, mais en fait, à la base, il faut d'abord créer une petite raffinerie portative. Pour créer ta raffinerie, il faut déjà ramasser du bordel. Après, tu la crées, après, tu mets des choses dedans, après, ainsi de suite. C'est extrêmement chronophage et tout ce qu'on voit là, il faut le construire en fait. Il faut récupérer du matériel pour le. On a une question du public, Clément. Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question. Est-ce que ce jeu il se joue tout seul? Là, on est un personnage et on se balade tout seul? Ou est-ce qu'on peut rencontrer du monde et aussi discuter avec eux, faire des trous ensemble parce que c'est plus sympa? Et voilà, ou mixer les vaisseaux spatiaux pour aller plus vite dans le trou noir? Alors, il y a un mode multijoueur. Alors, le jeu s'évalue comme. Hop, voilà, on est dans la voiture. Allez, ça c'est au moment ça. Le jeu se veut comme une expérience plutôt solitaire à la base, dans le sens où se dire on est seul face à l'immensité. Ça c'est la base du jeu, mais ils ont implémenté par la suite un mode multijoueur pour que justement deux personnes puissent jouer ensemble et qu'on joue ensemble justement. Mais c'est plutôt une expérience où c'est pas le but du jeu forcément de croiser les autres joueurs qui jouent et de les croiser par hasard. On n'est pas sur un jeu multijoueur comme un MMO par exemple, où les gens se croisent tout le temps et les gens ont énormément d'interactions entre eux. La volonté des développeurs, c'était surtout son aventure, sa propre aventure jusqu'au centre de la galaxie. Mais on peut jouer à deux maintenant. Et bien sûr, on peut jouer à deux. Et creuser les trous à deux. Ah, déjà. J'ai pas du tout pensé. Ah oh, Voilà, c'est bon. Je suis pas sûr, ouais. Ouais, en fait, on aurait juste joué à un jeu de course en fait. C'est ça. Est-ce que c'est l'expérience de conduite à Grenoble qui te rend capable de sortir de toutes ces situations Il est pas très rapide quand même, hein, il est un peu lourd. Si tu appuies sur le stick analogique droit, si tu appuies dessus en avançant, tu peux pouvoir essayer. là-dessus? Si t'appuies dessus, je pense en Ah, avançant. ok. Ça te fera le boost. Ah non, c'est juste le klaxon en fait. Mais c'est bien d'avoir incorporé un klaxon quand même, toi. Vas-y. C'est vrai qu'on est sur des planètes où il y a globalement que des animaux, mais au cas où, Au cas où. on t'a bien un klaxon. Il y a un peu de. Là, une question là, pour Lorenzo. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'eau ici. On a peut-être dans le sol. On casse un peu tout. Hein. C'est un peu la conduite sauvage. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'eau. Peut-être qu'il y en a en sol. En général, côté astronomie, pour dire justement qu'une planète est habitable, on aimerait qu'il y ait de l'eau liquide. À quel point les biologistes peuvent imaginer qu'il peut y aura de la vie sans eau liquide, ou à quel point on est vraiment complètement contraint sur les certains par la nécessité d'avoir un peu d'eau liquide quelque part, même si elle n'est pas très fréquente, mais que les organismes doivent trouver quelque part pour intégrer dans leur...
C'est une question un peu complexe. C'est-à-dire que tout à l'heure, ça reprend bien avec la question précédente sur la vie dans l'eau froide, comment est-ce qu'on peut l'imaginer, etc. En fait, le problème, c'est que en biologiste, on n'a qu'un seul exemple de vie, en fait. C'est la vie terrestre. Donc du coup, on a un peu du mal à imaginer d'autres choses. On est obligé de penser avec ça. Maintenant, il y a un autre argument qui nous laisse entendre que la vie avec de l'eau, c'est probable dans l'univers, c'est que l'eau, c'est abondant, en fait, dans l'univers. Que ce soit sous forme liquide, gazeuse, solide, plutôt gazeuse et solide, on va pas se mentir. C'est quand même assez abondant, donc les conditions peuvent être assez probables pour trouver de l'eau liquide en surface. Parce qu'après, oui, il y a trouvé de l'eau liquide, mais encore faut-il qu'elle soit accessible et surtout qu'elle soit pas, qu'elle soit pas trop pauvre en minéraux ou pas trop riche en fait en minéraux. C'est-à-dire que typiquement, il y a des environnements sur Terre qui sont bourrés d'un certain type de sel, le chlorure de magnésium, peut-être on peut trouver dans le jeu, je sais pas. Qui en fait fait que cette eau elle reste liquide, mais elle est complètement inhospitalière en fait. Parce que du coup, l'eau elle va être complètement mobilisée par les molécules de sel qui du coup vont la rendre indisponible pour les organismes. Et en fait, on peut avoir de l'eau liquide, mais c'est pas une question, c'est pas une condition suffisante. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante à la vie en fait. Il faut qu'elle soit liquide, faut voilà. C'est partie de l'ensemble des choses qu'il faudra pour qu'il y ait de la vie en fait. Tout à fait. En tout cas, on a de la chance sur 2 planètes, on a 2 planètes avec de la vie. Donc quand même, c'est plutôt cool. Alors, question publique, j'ose tomber dans le trou là pour Oui, du sport. En klaxonnant si possible. Clac, clac. Pour annoncer ton arrivée aux locaux. Alors, C'est pas trop ce qui se passe. t'as des questions, Damien? 1, 2, 1, 2. Oui, ça marche. Oui, on m'a passé discrètement le micro. question. Non, c'était une question pour revenir sur les types d'exoplanètes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des types de planètes qui n'existent pas dans le système solaire, justement? On a du tellurique, on a du gazeux. Est-ce qu'il y a d'autres trucs plus exotiques? Alors, après les exoplanètes, là on est content parce que j'en vois une, bon, même ça me paraît assez peu probable, mais la plupart des exoplanètes qu'on découvre, on sait relativement peu de choses sur elles. Typiquement, une des méthodes de détection des exoplanètes qui marche bien, c'est la méthode des vitesses radiales, où on mesure la vitesse d'une étoile, et s'il y a une planète qui orbite autour de l'étoile, ça va un peu déplacer la position de l'étoile elle-même, et les guirlandes de Noël. Et si on mesure la vitesse de cette étoile, on peut voir qu'elle s'approche, qu'elle s'éloigne de nous, qu'elle change de vitesse. Et en mesurant comme ça, on peut avoir la masse de la planète. Dans d'autres cas, on peut avoir le rayon de la planète si elle passe devant son étoile. Donc dans certains cas, on n'a que le rayon et la masse. Et à partir de là, on peut essayer d'en comprendre de quoi elle peut être faite. Si ça donne une densité très importante, c'est de la roche, voire un peu plus massif encore. Si c'est une densité très faible, c'est du gaz. Mais on n'y est pas allé, on ne sait pas exactement de quoi elle est constituée, on peut imaginer. Malgré tout ça, là-dedans... C'est surtout des données que vous interprétez, mais il y a beaucoup d'interprétations possibles des données. On a souvent, pour une planète, on a éventuellement 2 paramètres de chiffres pour la résumer. Donc à partir de là, essayer d'imaginer à quoi elle ressemble. Oui, il y a besoin de modéliser et d'essayer d'imaginer avec une telle densité qu'est-ce qui peut la constituer. Alors ceci dit, malgré tout, on peut imaginer qu'est-ce qui existe et qu'on n'a pas dans le système solaire, et un type de planète qui doit pouvoir exister, ce qu'on appelle une planète océan. Une planète océan se passerait typiquement comme les satellites autour de Jupiter et Saturne. J'aime bien tout casser en roulant dessus. Qui sont constitués de beaucoup de glace. Et les mêmes satellites, si on les approchait du Soleil, la glace fondrait. Et donc il y aurait des océans, mais sans zone de sol, et des océans qui peuvent être très très profonds. On peut imaginer comme ça, dans certaines conditions de formation, des planètes qui auraient des océans qui feraient des centaines ou des milliers de kilomètres de profondeur avant d'atteindre le socle rocheux. Donc là, on aurait des constitutions extrêmement différentes de celles de notre planète. C'est un gros fantasme de la science-fiction avec l'océan. La Camino. Ouais, mais c'est pas hyper excitant. Ça peut ne pas être hyper excitant en fait. Bah, la vie, elle a besoin quand même d'éléments un peu riches pour qu'elle se forme. Elle a besoin de carbone, elle a besoin. Ces éléments-là, on les trouve pas dans l'eau naturellement comme ça. Ouais. Donc si on prend une planète par exemple qui a quelque chose qui vole là-haut, on n'est pas tout seul. Ouais, c'est les vaisseaux qu'on a vus tout à l'heure. Si on prend une planète qui aurait un océan qui fait 1000 km, par exemple, au bout de quelques dizaines de kilomètres de profondeur, la pression devient telle que l'eau, sous forte pression, quelques températures, elle se transforme en glace. Donc on aurait de la glace, même sous température élevée,
Et on mettrait du temps avant d'atteindre de socles rocheux et d'éventuels volcans qui pourraient amener un peu de chaleur. De la glace et de l'eau au-dessus. Et de l'eau au-dessus. C'est pas l'inverse. Mais pas l'inverse. On aurait très peu de moyens du coup d'alimenter avec des éléments riches qui sont nécessaires pour que la vie se forme. Donc voilà. Sinon, il y a sûrement des choses qui existent, mais qu'on n'imagine pas. Je laisse Lorenzo un peu moins jouer. Moi, je roule au milieu là. Je vous promets, je roule pas comme ça sur la rocade grenobloise. Je profite du fait que vous tournez au volant. Enfin, on quitte cette ambiance motorisée. Je relais d'ailleurs une blague qui m'était faite il y a 30 secondes. Dans l'espace, personne ne vous entend klaxonner. Oui, c'est vrai. Mais là, il y a une atmosphère, donc on nous entend. Là, on peut vous entendre. Là, on peut nous entendre, il y a une atmosphère. Et j'avais une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que l'univers est tellement grand là dans le jeu qu'il serait très peu probable de rencontrer quelqu'un. Et finalement, la question n'est pas tellement à Clément, mais plutôt à Lorenzo ou Xavier sur est-ce que du coup ne pas rencontrer quelqu'un, c'est la preuve qu'il n'y a personne. Parce que là, a priori, il y a des joueurs dans le jeu qu'on ne croise pas. Est-ce que dans l'univers, il y a des choses que l'on ne croise pas? Bon, Lorenzo a l'air de répondre à la question. On a commencé à creuser des trous. Là, c'est fini. Là, regardez, c'est trop bien, on peut tout modifier. Donc, je vais essayer de répondre à ta question. Enfin, je vais essayer. Dans le système, notre galaxie, il y a de l'ordre de 200 milliards d'étoiles. On commence à avoir des éléments statistiques via la détection des exoplanètes qui nous montrent que la plupart des exoplanètes que la plupart des étoiles ont des exoplanètes qui orbitent autour. Les exoplanètes, ça devient extrêmement courant. Et que dans ces exoplanètes, celles qui auraient la taille à peu près comme la Terre et qui seraient en zone habitable, il y en a aussi beaucoup. Alors, courant, ça ne veut pas dire qu'on les découvre parce qu'elles sont très difficiles à découvrir. Mais quand on a des méthodes de détection, on est capable de savoir qu'on a des biais de détection, que certaines sont difficiles à détecter, et il y a finalement très peu d'étoiles sur lesquelles on a assez de mesures pour être capable de détecter ces planètes qui ressembleraient à la Terre. Donc on corrige de nos biais de détection, mais par exemple les planètes en zone habitable, on sait qu'autour des étoiles les plus nombreuses de la galaxie, qui s'appellent les naines rouges, plus de la moitié d'entre elles ont des planètes rocheuses en zone habitable qui orbitent autour d'elles. On n'en a pas détecté autant, on a détecté une vingtaine, trentaine. Officiellement combien quoi, genre, qui sont marqués dans la galaxie, qu'on a détecté, tu veux dire? Officiellement, genre vraiment, genre c'est marqué, celle-là on est sûr qu'elle est là. Et... Alors aujourd'hui, on a quelques milliers d'exoplanètes détectées, et parmi celles-ci, on en a quelques dizaines qui sont des planètes telluriques en zone habitable. C'est l'ordre de grandeur, c'est quelques dizaines. Je ne sais plus si c'est 30, 40 ou 50, là vous devez pas les chiffrer, mais c'est quelques dizaines. Mais elles sont extrêmement compliquées à trouver. La première, on l'a découverte à Grenoble, c'est notre équipe grenobloise qui a retrouvé la première, par exemple. Là, je fais un peu la pub. Mais elle a nécessité l'équivalent de 20 nuits de temps de télescope pour être capable de la découvrir, 20 nuits complètes, sachant qu'on ne va pas être détecté, chercher qu'autour d'une étoile. Donc ça veut dire qu'en réalité, on a suivi quelques dizaines d'étoiles, et tout en accorde beaucoup de temps, donc ça fait un programme qui prend beaucoup de temps, et c'est pas si facile que ça à faire. En plus, la technique a besoin d'être précise. Donc on n'est pas capable aujourd'hui de détecter ce type d'exoplanète autour de beaucoup d'étoiles, et quand on en a détecté autant, statistiquement, quand on sait le nombre autour desquels on est capable d'en détecter, on détermine qu'au moins la moitié de ces étoiles ont des exoplanètes telluriques en zone habitable. Ça en fait une centaine de milliards déjà dans notre galaxie, ce qui n'est pas rien. Après c'est là que ça se complexifie. Après, on ne sait pas lesquelles elles sont en zone habitable, mais s'il n'y a pas d'eau dans leur constitution, elles ont beau être en zone habitable, il n'y a pas d'eau liquide à la surface. Et là, quelle fraction d'entre elles ont vraiment de l'eau dans leur constitution? On ne sait vraiment rien. Et c'est au point où on ne peut pas dire si c'est 0,1% ou 100%. Parce qu'il y a des conditions un peu complexes pour la formation, ou après à l'évolution, qui fait que l'eau a pu disparaître. Donc l'étape d'après, c'est l'eau. Quelle fraction il y en a qui ont vraiment l'eau? Ça, c'est des étapes auxquelles on va commencer à répondre d'ici une dizaine d'années avec de nouveaux télescopes qui vont arriver. On va être capable de nous dire telle fraction de ces exoplanètes ont de l'eau dans leur constitution, donc sûrement de l'eau liquide à leur surface. Et après, le dernier élément de réponse, c'est ok, il y a de l'eau liquide, il y a des conditions, enfin une condition qui est l'eau liquide, les autres conditions favorables, on ne les connaît pas exactement. Quelle est la probabilité que la vie se développe? Alors là, c'est une grande inconnue. On sait absolument rien. Et même si la vie se développe, déjà dans notre planète qui a amené jusqu'à une vie avec une technologie, la vie existe depuis à peu près 3,7, 3,8 milliards d'années. On va à Lorenzo pour ne pas dire trop d'erreurs.
me tourne vers le spécialiste. Et pendant les plus des 3 premiers milliards d'années, c'est que des bactéries ou des archées, enfin de la vie microscopique, et qui est très difficile à détecter et on ne peut rien. Donc pas vraiment à rencontrer au final. Il n'y a que depuis quelques dizaines d'années qu'il y aurait des gens à rencontrer. Donc déjà sur 4 milliards et demi d'années, tu vois la probabilité, même sur une planète où une vie complexe est développée. Donc sur ces planètes où on ne sait pas s'il va développer, en fait il y a grande chance s'il y a de la vie ailleurs, le plus proche voisin, c'est des microbes. C'est déjà sur Terre, hein, la vie la plus importante, elle est sous forme de microbes, mais il y a quelques vies macroscopiques. Mais même si la vie existe, le plus proche voisin, c'est des microbes. Et après, au point d'avoir une vie ou un contact qui s'est établi, là, rien dans le 3,8 milliards d'années de vie et quelques décennies où on peut rencontrer quelqu'un. La probabilité de tomber au bon moment de l'évolution pour discuter quelqu'un. La vie peut être très fréquente sans que les personnes sans qu'il y ait des aliens, des vie intelligente ou technologique que l'on puisse rencontrer. Mais là, vraiment, sur la vie, est-ce que c'est fréquent, est-ce que c'est pas fréquent? C'est vraiment la question complètement inconnue. On peut aller de... C'est quasi miraculeux qu'un phénomène qu'on appelle la vie se développe, qu'il y en a très très peu, à c'est extrêmement fréquent et dès que les conditions sont réunies, il y a une bonne probabilité que ça se produise. Et on a vraiment une inconnue complète dans ce panel absolument gigantesque aujourd'hui de théorie. Ça fait partie des recherches qui sont menées aujourd'hui pour essayer d'avancer un peu là-dedans. Et notamment de rechercher de la vie à distance sur ces exoplanètes. Je sais pas s'il y a des jeunes qui veulent se lancer là-dedans plus tard, c'est eux, parce que ça va demander encore quelques décennies. Je risque de m'occuper de mon jardin potager. Pour caricaturer, en fait, alors c'est pas du tout ton cas, Xavier, mais souvent, en fait, les astrophysiciens, en fait, les astronomes, ils ont tendance à être un peu plus optimistes que les biologistes sur les probabilités de trouver de la vie extraterrestre, avec l'argument que vraiment l'univers c'est quand même très très grand, il y a quand même beaucoup de planètes, il y a quand même beaucoup de planètes en fait, en dehors du système solaire. Et les biologistes, souvent, ils vont être un peu plus pessimistes pour te dire mais non, attends, pour que la vie apparaisse, il faut ceci, cela, la vie c'est quand même vachement fragile. Et du coup, c'est pour ça que les vies dans les environnements un peu extrêmes, ils permettent d'être un peu plus optimistes, parce qu'on peut se dire, bah non, regarde, la vie, elle peut quand même être dans des endroits un peu plus improbables. Maintenant, comme tu dis, entre savoir qu'il y a des microbes passionnants partout dans l'univers et une vie qu'on pourrait observer de loin avec nos petits microscopes, il y a un monde entier, quoi. Oui, parce que dans les endroits les plus improbables, même sur Terre, question je sais que le point le plus profond sur Terre, c'est la fosse des Mariannes. Est-ce qu'il y a de la vie au fond, ça, par exemple? Oui. Tout à fait. À 11 km de profondeur environ, à une pression égale à 1000 atmosphères. On a effectivement des organismes là-dedans, adaptés à la pression d'ailleurs. Maintenant, pas beaucoup, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de sources d'énergie en fait. C'est pas tant un problème que ça, la pression à cet endroit-là. Mais par contre, dans des zones encore plus profondes, on a de la vie à 5 km de profondeur dans la croûte terrestre, en fait, sous les roches. D'accord. Et là, par contre, c'est vraiment dans des conditions encore plus extrêmes que ce qu'on a dans les Mariannes, quoi. Mais après, au-delà, ça peut s'imaginer effectivement sur ces mondes océans, à supposer que l'eau reste liquide. Où est-ce qu'on a, quel type de pression on a, même typiquement dans le système solaire, sur Europe, c'était de Jupiter, c'est bien ça, on a un océan qui devrait faire en fait sous la glace entre 100 et 200 km de profondeur. Et la pression là-bas, elle devrait être le double de ce qu'on a sur la fosse des Mariannes. Et du coup, faut un peu faire l'effort de s'imaginer comment la vie fonctionne là-dedans, et aussi comment est-ce que nous on peut étudier ces conditions-là, quoi. On est revenu sur la planète glacée? On est revenu sur la même? C'est la même. Non, non découvert. Alors ça c'est improbable. Est-ce qu'on peut vraiment avoir à si peu de distance deux planètes glacées et une planète ardente? Alors, deux planètes glacées, oui. Déjà, à si peu de distance, comme tu dis tout à l'heure, il y a un petit problème de dynamique, c'est pas stable. Par contre, deux planètes glacées et une planète ardente, ça devient un petit peu compliqué. Dans le système solaire, par exemple, la zone habitable, elle démarre un peu avant la Terre. La Terre, on est plutôt en limite interne de la zone habitable. On rapproche un peu la Terre du Soleil et ça se passe pas très bien. Mais par contre, elle va jusqu'à 2 fois la distance Terre-Soleil. On peut aller jusqu'à au-delà de Mars et on reste dans la zone habitable. Donc pour avoir une planète glacée, il va falloir aller au-delà de Mars. Ouais. Donc ça prend un peu de temps. C'est pas tout près. Bon, déjà ici, ça a l'air moins fun. Je vois moins de choses qui se gambadent, pas de plantes. Il faut que tu te poses pour voir. Non, normalement, on est censé... Ah, ça a l'air d'être quand même de la rocaille, hein. Je crois qu'on avait vu tout à l'heure une option qui disait si la flore est abondante, si la faune est abondante. Oui. C'est s'il faut scanner la planète. Ah. Mais on l'a pas scanné. Mais bon, ouais. Mais ça a l'air un peu comme celle qu'on avait vue tout à l'heure. Par contre, il y en a une en face, du coup. On va aller voir celle en face. Oui. Elle vous plaît pas celle-là?
Ouf. Je suis sceptique. On dirait un peu, on dirait trop, je pense, on dirait le Vercors, quoi. C'est. L'espace, on se lasse vite. Hein. Une fois qu'on en a vu, on les a tous vus. En fait, il y a quand même pas mal de paysages qui ressemblent à des paysages terrestres. Vous avez vu, ils ont mis des montagnes partout. Oui. Il n'y a pas de plaine. C'est vrai qu'il n'y a pas de plaine. Pas d'océan, non. Là, en tout cas, on n'en a pas vu. Il y a pas, enfin, peut-être Il y a sur d'autres, des mais là, planètes océans dans le jeu, hein, c'est juste que là, Là, il y a pas de plaine. Il y a des planètes océans. Là, on a des planètes qui sont quand même globalement assez gentilles, j'ai l'impression, parce qu'il y a. il n'y a pas de haute montagne, c'est les mêmes vallons, quoi. Là, on est globalement sur les mêmes planètes, mais il y a plusieurs écosystèmes. Il y a des planètes recouvertes de flotte, il y a des planètes recouvertes d'acide. Non, C'est pas de la c'est flotte, c'est des espèces de lacs d'acide un peu partout. Du coup, il faut la bonne combinaison. Et du coup, il faut la bonne combinaison. Et moi, je me rappelle dans une de mes parties de jeu, c'est sur ma toute première planète, je fais ma combinaison, je remplis mon vaisseau, je pars, je me pose sur la nouvelle planète, et là, c'est des lacs d'acide, et j'avais plus de carburant pour repartir, donc du coup, je suis mort. Parce que je me suis posé sur la mauvaise planète. Du coup, sans même savoir exactement où tu te poses, tu arrives, tu sens tous les pieds dehors. Et voilà. Et là, bonjour. C'est un peu interstellaire quand ils arrivent sur les planètes avec des vagues géantes. C'est vrai que là, c'est amusant parce que travailler avec des chercheurs du GRESEC, donc en infocom, des chercheurs spécialisés en infocom, qui se posaient la question dans les médias ou même nous, quand on aime bien mettre des images d'artistes, à quoi vont ressembler les images des planètes que l'on met. Et généralement, dès que la planète est en zone habitable, on aime bien y mettre des océans, même si on ne sait pas s'ils existent. Voilà. Et là, c'est la, je sais pas combienième, 4e planète autour de laquelle on va. Il y a de la vie, hein, donc il n'y a pas de problème, elles sont en zone habitable, sinon il n'y aurait pas de vie, c'est un problème sinon. Et il n'y a aucun océan. Alors que nous, typiquement, ce genre de truc, je suis sûr que les astronomes, ils auraient mis des océans partout. Ben oui, mais c'est comme. Peut-être à tort, hein, c'est peut-être au hasard. Il y a quand même des planètes océans. Alors là, on a scanné la planète avant d'y arriver, et il est marqué planète isotopique. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Isotopique. Ça veut dire quoi planète isotopique? Personne ne sait. Ça veut dire pas une classification connue. On a mis un mot scientifique pour faire scientifique, je pense. Un isotope, en fait, c'est un type d'atome en fait qui a pas le même nombre en fait de neutrons. Ouais, la vie, là. Typiquement, je sais pas, le deutérium, c'est un isotope de l'hydrogène qui contient un neutron en plus, et le tritium, encore un autre qui en contient encore en plus. Mais bon, du coup, qu'est-ce qu'il faut s'imaginer? Est-ce que c'est une planète avec beaucoup plus de tel isotope qu'un autre? Peut-être. Hein. Je crois qu'effectivement, dans les ressources, il y avait typiquement hydrogène, deutérium et tritium, donc peut-être que c'est ici qu'il faut venir en miner. Ça c'est intéressant parce qu'en plus aujourd'hui il y a beaucoup d'applications basées sur ces choses-là, typiquement beaucoup de technologies nucléaires ou même scientifiques ont besoin de deutérium, de lourd, de ce genre de choses. Il y a une moiteur radioactive. Une moiteur radioactive. C'est ce qui est marqué, hein, c'est pas moi qui l'ai. Ah, elles ont l'air moites ces plantes là, qu'est-ce que c'est que ça là? Elles ont l'air moites radioactivement. Surtout. Et on doute. Un bipède. Donc là c'est Jurassic Park du coup. Un petit peu, oui. Après il y avait l'option de donner à manger aussi. Hein. Et tu fais ça et après tu te rends compte à tort que c'est une espèce intelligente et que tu as mis la civilisation à dos. Oui, regarde. Ah, c'est ton pote. Voilà. Oh. Qu'est-ce qu'on peut faire? Collecter des œufs. Très bien, donne-moi tes œufs. Bah, tu peux l'adopter en tant que compagnon surtout. Voilà. Là tu lui as gratté le menton. Le nom de la créature Gravity. Est-ce qu'on peut lui monter dessus? Je suis sûr qu'on peut lui monter dessus, allez. Je suis pas sûr, putain. Et si, j'ai vu dans les trailers qui faisaient ça sur des bestioles. Je peux caresser gentil. Voilà. Donc là c'est bon, là on biologise là. En biologie on fait ça aussi. On fait ça aussi, ouais. Là c'est des créatures, on ne sait pas à quoi ressemblent. On peut monter dessus. Et il y a même déjà une selle. Là, Oui, il y a déjà une selle, c'est ça. Tu peux personnaliser son apparence aussi. Hein. Par contre, j'arrive pas à le déplacer. On dirait que. Oh non. Oh. Oh non, il aime pas. Ah ouais, tu l'as pas rendu heureux là. Fenêtre monture, suggérer des interactions. C'est joliment dit quand même. Suggestion de coexistence de formes de vie. C'est joli quand même. Effectivement. Ah, là il reprend le peps. Moi j'ai le mal de mer. Bon, vas-y Grabili, on te laisse. Allez, tue-le. Vite amélioré. Là, ça typiquement là, ça, ce machin vert là. Oui. Dans les codes de science-fiction, quand il y a du vert, c'est du radioactif. Oui. En général. Il y a une moteur radioactive. Une moteur radioactive. J'adore ce mot. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, il est parti sur sa vie.
Là, tu les détruis. En fait, alors, je pense que tu l'as pour changer, tu veux reprendre le. Ça? Ouais, ça. Là, tu fais un rond. Ah, on fait des tunnels ronds du coup. Ah ouais, c'est une cavité. Non, c'est une cavité? Non, c'est quoi? Non, c'est juste. Justement, c'est que on a même le chat avec notre Grabidi qui parle. De vrais parents créatures manquent la Grabidi. Alors, il y a des mouchoirs à disposition. Est-ce que tu fais un peu de science, Xavier? Moi j'avance. Moi ma science c'est Alors, si avancer. t'appuies sur la gâchette droite basse. Elle, là? Non, celle en dessous. Tu peux, C'est voilà, là qu'on fait des trous. tu peux faire des trous. Des beaux trous en plus, hein. Ouais, ça rigole ça. Si on le trou en entier il tombe, on prend. Ah, Ah, bonne question. est-ce que le jeu prend en compte la gravité Je sais pas du tout. Vous parliez des bacs à sable, de c'est ça, pousser c'est le ça. jeu dans ses extrêmes. Bah, c'est ça le. Mais alors, voilà, typiquement cette question que Xavier s'est posée, c'est super cool parce que c'est la question qu'on se pose quand on joue à beaucoup de jeux, à ce genre de jeu, c'est toujours ah bah tiens, le jeu me permet de faire ça, qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Quand tu fais les Minecraft par exemple, c'est des trucs que tu passes ta vie à faire ça dans Minecraft en fait. Oui, au point que c'est même les joueurs qui ont rajouté des modes pour faire que les blocs tombent en fait, pour avoir de la gravité. Je le creuse. Non mais. On va voir si à la fin t'as un caillou qui tire en l'air. Donc là, dans la peau d'un géologue. On appelle le géologue. Je vais dire ça à mes collègues. Je demandais à Eric Lévin de venir. Des beaux outils quand même, surtout avoir le même genre d'outils. C'est un peu violent. Hein. C'est des jeux qui leur toute la jeunesse. Je profite du fait que vous acharnez sur ce pauvre caillou pour laisser la place pour une question de Philippe. Bah oui, profitez. On va bientôt fini, on va avoir un caillou qui vole, vous allez voir. Moi j'ai une petite question pour vous. Pour Xavier plus particulièrement, alors je sais qu'il est occupé donc c'est peut-être pas évident. Ouais, là, ça va être évident. Là. C'est la question piège. Non, c'était juste pour savoir si tu pouvais nous définir ce que c'était que la zone habitable. Justement, on l'a définie à partir de quoi? De la zone, je sais pas, dans laquelle l'eau serait liquide à la surface, la zone dans laquelle il peut y avoir potentiellement une atmosphère, ou est-ce qu'on l'a définie aussi par rapport à des critères de vie? Alors, dans cette zone-là, c'est vraiment l'eau liquide qu'on utilise. C'est effectivement ce qu'on définit comme zone habitable, c'est une planète comme la Terre dans la zone habitable. Elle peut avoir de l'eau liquide à sa surface. Donc c'est vraiment la présence d'eau. J'ai l'impression qu'il refait de la roche après. Donc pour la définir, on utilise des modélisations parce qu'on n'a pas moyen de le faire en vrai. Donc on n'a pas complètement un jeu numérique comme ici. Donc on prend une planète comme la Terre, on utilise les modèles de climat, de climatologie, les GCM, les modèles Global Climate Modeling, qui permettent de modéliser le climat de manière globale, qui sont utilisés notamment pour comprendre l'évolution de la Terre avec le réchauffement climatique. Et on regarde ce qui se passe si on augmente la température de l'énergie qui arrive sur la planète. Donc on rapproche de manière artificielle la Terre du Soleil, ou au contraire on l'éloigne. Voilà, on a un joli caillou qui flotte. C'est flotte. Je vais jouer avec le caillou qui flotte. Donc et la Terre, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Si on s'amuse à rapprocher la Terre du Soleil dans les modèles, la température va augmenter. Si la température augmente, la première chose qui va se passer, c'est que les océans vont s'évaporer en partie. Et on va avoir une atmosphère beaucoup plus riche en vapeur d'eau. Alors au début, c'est pas trop grave. On va avoir des énormes cellules de type orageuse qui vont se développer. C'est ce que montrent les modèles. La température monte un peu, mais pas trop. Mais assez rapidement, ça devient catastrophique parce que la vapeur d'eau, c'est un très bon gaz à effet de serre. Donc ça empêche complètement la planète de se refroidir. Et on se rend compte que très vite, si on rapproche un petit peu la planète du Soleil, la Terre du Soleil, pas beaucoup, de quelques pourcents, il y a un effet de serre énorme qui se met en route à cause de la vapeur d'eau et on atteint une température à la surface de 1500 degrés Celsius. Donc absolument gigantesque avec la surface qui va fondre. Et ça, c'est ce qui va se passer sur Terre dans à peu près 1 milliard à 2 milliards d'années. Le Soleil est en train de se réchauffer petit à petit. Et dans 1 milliard ou 2 milliards d'années, la Terre va sortir de la zone habitable et on va atteindre une température de 1500 degrés à la surface, ce qui n'est pas très confortable. Par contre, dans les mêmes modèles, on éloigne la planète Terre là. Et là, ça se passe mieux. Parce que sur Terre, il y a un équilibre, d'ailleurs qu'on ne voit pas ici, qui est important.
avec la production de gaz carbonique de CO2 par les volcans et le piégeage de ce même CO2 par les pluies. Les pluies dissolvent le gaz carbonique présent dans l'atmosphère et le précipitent au sol sous forme de carbonate, des roches de type carbonate. Et l'équilibre est préservé comme ça pendant très 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 longtemps si on déplace la planète en augmentant simplement le taux de CO2 dans l'atmosphère, mais on garde le même équilibre avec de l'eau liquide présente jusqu'à 2 fois la distance Terre-Soleil. Donc c'est comme ça qu'on détermine que la zone habitable dans le système solaire, elle démarre un peu avant la position de la Terre et elle va jusqu'à 2 fois la position de la Terre, 2 unités astronomiques, 2 fois la distance Terre-Soleil, et où notre Terre, a priori, alors on ne peut pas faire l'expérience en vrai, mais notre Terre garderait une température avec de l'eau liquide, mais avec une atmosphère beaucoup plus riche en CO2 pour permettre de faire ça. On a rajouté des canons à gravidi pendant que tu parlais. Ah oui. Et le caillou, il tient toujours en l'air. Le caillou, il tient. Ah, il tient sans problème. Très bien. Donc il y a de l'antigravité présente sur cette planète. C'est ça. Voilà. C'est quelque chose qui existe. Enfin, c'est quoi l'antigravité? Non, c'est non. C'est non. Mais c'est rigolo en science-fiction. Ah. C'est utile. On peut tirer avec des canons. Mais c'est non. Alors. Il n'y a pas trop longtemps, après ça fout la viande. Ah, c'est un peu motion sickness. Hein. Oui. En VR, ça doit être bien. Tu peux jouer en VR, No Man's Sky. Tu joues en VR à ça? Ouais. Alors, Tu peux jouer en VR à No Man's Sky. Alors là, typiquement, je me posais cette question parce qu'on n'arrête pas d'être sur des planètes avec des atmosphères, donc déjà, bon voilà. Puis on a des nuages en fait, donc quand même des choses qui se passent. Ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait voir en fait, supposons qu'on ait des super télescopes, qu'on soit capable de voir un peu plus. On peut voir des atmosphères ou Alors, les voir, non. Mais les étudier malgré tout, oui. Le point qu'on veut faire effectivement dans quelques années, c'est être capable d'analyser les constituants dans l'atmosphère de ce type de planète, mais sans les voir parce qu'on n'aura jamais, enfin pas jamais, mais on n'est pas loin, on n'est pas prêt d'avoir des télescopes ou un pouvoir de résolution suffisante pour résoudre la planète et voir à quoi elle ressemble. Par contre, on peut dans certaines conditions faire une analyse globale de la lumière qui vient de la planète. Et quand il y a une atmosphère, il y a certaines couleurs qui sont absorbées par l'atmosphère. Ça permet de détecter comme ça quels éléments chimiques sont présents dans l'atmosphère. Il va falloir des télescopes plus gros que ceux qu'on a aujourd'hui. Il y a le James Webb Space Telescope, qui est un télescope spatial qui est normalement lancé fin décembre. On touche du bois pour que ça se passe bien. C'est lancé à Kourou pour que la fusée Ariane n'ait pas de soucis. Et puis il y a des télescopes de 40 mètres de diamètre, qui est la nouvelle génération de télescopes qui vont arriver vers 2027-2030. 40 mètres de diamètre. 40 mètres de diamètre. Ouais, aujourd'hui, les plus gros font 10 mètres de la diamètre. longueur de la pièce. Ah non, c'est plus grand. Ah oui, c'est ça. Non, c'est beaucoup plus grand. Ça fait la largeur d'un stade de foot, quoi. À peu près. Ah, c'est... Non, c'est très gros. Ah oui, non, il a coûté combien à construire hein? Quelques milliards. S'il y a une rayure sur la lentille, ça... C'est pas grave. Ah, Non, c'est pas grave. Un petit défaut ponctuel, c'est pas très grave. d'accord. Et là, l'idée, c'est effectivement, pour les quelques exoplanètes, mais parmi les plus proches de nous, autour des étoiles les plus proches de nous, pour quelques-unes d'entre elles qui sont dans les meilleures configurations, on va pouvoir étudier de manière un peu basique au début, mais quels constituants chimiques sont présents dans l'atmosphère. Une des premières choses, c'est voir, par exemple, est-ce qu'il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et s'il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une planète qui est tellurique et en zone habitable, il y a de grandes chances qu'elle précipite au sol sous forme de pluie. Donc déjà, on aura une réponse. Quelle fraction d'entre elles ont de la vapeur d'eau? Puis après, il y a d'autres choses qu'on peut aller voir. Sur Terre, la constitution de l'atmosphère terrestre, ça ne ressemble pas du tout à celle d'aujourd'hui. Il n'y avait pas d'oxygène notamment. L'oxygène, elle est apparue il y a quelques centaines de millions d'années. Enfin, un peu avant, sous forme très 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 faible, mais de manière importante comme on a aujourd'hui, s'il y a quelques centaines de millions d'années. Et c'est la production par les plantes par la photosynthèse. Donc la vie, quand elle est très très présente sur une planète, elle peut changer globalement sa constitution, notamment celle de l'atmosphère. Et la question, ça va être ça. Est-ce que dans certaines constitutions d'atmosphère, on n'arriverait pas à l'expliquer uniquement par une géologie et on va avoir besoin de dire qu'il se passe quelque chose à la surface, est-ce que c'est de la vie, est-ce que c'est autre chose en tout cas, et qui fait qu'elle n'est pas en équilibre et que, par exemple, sur Terre, la vie s'arrêterait, au bout d'un certain temps, l'oxygène disparaîtrait. Elle est encore présente parce que la vie la produit en continu. Ce qu'on appelle un élément hors équilibre. C'est-à-dire on enlève la vie qui le produit, elle va disparaître par la chimie propre, elle va partir dans le CO2, notamment des réactions chimiques, qui faire que l'oxygène va passer dans d'autres molécules. Donc ça, c'est des projets qui vont démarrer dans une dizaine d'années. Il y a beaucoup de travail, parce qu'on ne connaît pas toute la diversité possible des atmosphères, mais ça fait partie des travaux, effectivement. Commencer à avoir une idée, est-ce qu'il y a des éléments qui nous mettent la puce à l'oreille? Il y a peut-être de la vie sur cette planète, mais simplement à partir de la constitution de l'atmosphère. Alors après, même si on est sûr que c'est de la vie qui le produit, on est loin d'être sûr, on aura des éléments chimiques, on essaiera de comprendre qu'est-ce qui peut le produire, est-ce que c'est de la vie, est-ce que c'est autre chose.
Même si on conclut à la fin que c'est peut-être de la vie, on ne sait pas si c'est des séquoias géants ou des algues, des algues microscopiques qui la produiront. Donc là, on a toujours envie que ça soit un peu très sexy, vu que c'est des trucs qui imposent pour que les gens se disent oh là là, mais c'est peut-être le truc. mais on a vraiment aujourd'hui une stratégie scientifique pour être capable d'amener des éléments de réponse si la vie extraterrestre existe. Est-ce qu'on aura une réponse? Je ne sais pas. On a vraiment une stratégie scientifique dans les décennies à venir pour essayer d'apporter la réponse. C'est ça, il y a encore des chercheurs qui pensent que notre domaine c'est de la science-fiction, mais non, c'est vraiment de la science avec tout ce qui est de plus sérieux, de méthodique et d'interdisciplinaire. Donc non, enfin tout ce qu'on fait, enfin les choses qu'on vous présente, c'est sexy hein, pour nous, je pense, comme pour le grand public, mais ça reste autant de la science que le reste. Donc effectivement, je pense que c'est des questions qu'on peut vraiment adresser scientifiquement aujourd'hui, quoi. Et du coup, on a appris plein de choses. Je vois l'heure, c'est bientôt l'heure de terminer, si je ne me trompe pas. Après, si vous vous amusez, on peut continuer. Après, il faut voir avec les gens. Il y a une question dans le public? Damien, tu as une question? Exprime-toi. Tiens, prends le bâton de parole. Le token. Par rapport à cette notion de grande réponse, parce qu'il me semble que j'avais déjà vu passer des trucs là-dessus, mais je voudrais avoir votre opinion. Est-ce que pour vous la réponse à la grande question, pas 42, hein, l'autre, la réponse de savoir s'il y a de la vie ailleurs, est-ce que ça va être un événement unique en mode bon bah voilà, aujourd'hui 24 septembre 2041, il y a de la vie, point? Ou est-ce que ça va être une espèce de consensus qui va se faire étape par étape et oui, au bout d'un moment, tout le monde sera d'accord pour dire qu'il y a de la vie ailleurs, mais que ça se sera fait de manière progressive, brique par brique et en fait sur du temps long? De mon côté, je suis quasiment persuadé que ce sera sur du temps long. Parce que, je donnais l'exemple tout à l'heure, on va chercher par exemple des éléments chimiques dans une atmosphère. C'est une des procédures, et c'est sûrement celle qui sera la première à donner des éléments de réponse. On cherche ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire des éléments dans l'atmosphère qui sont un signe qu'il y a de la vie à la surface. Et sur Terre, le biomarqueur principal, c'est l'oxygène. Mais dans d'autres exoplanètes avec d'autres géologies, certaines vont avoir de l'oxygène stable dans leur atmosphère. Donc ce n'est pas les mêmes biomarqueurs sur la géologie de la planète. Et on pourra avoir des gens qui annoncent on a découvert telle molécule, c'est un biomarqueur, donc il y a sûrement de la vie. Et puis après, une autre équipe qui dira oui, mais attendez, vous n'avez pas regardé tout l'espace de possible. Dans ce type d'exoplanète, avec telles conditions éventuellement qu'on peut imaginer, c'est pas un biomarqueur. Donc on va petit à petit, et il va y avoir à partir de la diversité qu'on va observer des modèles qui vont être formés, qui vont permettre d'améliorer petit à petit la connaissance entre observation et modélisation. Aujourd'hui, on n'a que des modélisations d'atmosphère, sans aucune observation autre que celle du système solaire. Donc on est très limité pour savoir si nos modèles sont réalistes ou complètement irréalistes. Et il faudra avoir les observations pour petit à petit améliorer à la fois la modélisation de la diversité des atmosphères, à la fois les observations, et ce sera que petit à petit, je suis persuadé qu'on commencera à avoir des consensus, et ce ne sera peut-être même pas des consensus. On pourra se dire sur elle, on se pose vraiment des questions se constituant, est-ce que c'est la vie, est-ce que c'est pas la vie, et ça pourra durer des décennies, je pense, avant qu'on se dirige vers quelque chose. Je ne sais pas, Lorenzo, ce que... Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, de toute façon, quand on a, comment dire, un énoncé scientifique d'un coup radical qui apparaît, on va dire, hors du cercle scientifique, il faut souvent un peu se méfier en fait, parce que comme tu le soulignes bien, la science, la recherche, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne avec des consensus, des disputes scientifiques. Et du coup, à moins que vraiment on ait d'un coup un organisme extraterrestre qui apparaisse sur Terre, ou à moins qu'on ait quelque chose de très brutal, ça m'étonnerait en fait qu'on ait, même de notre vivant, soyons réalistes, une trace certaine de vie en fait qui fasse consensus, quoi. Donc bon, après, je pense que, moi personnellement, je suis certain qu'il y a des formes de vie d'ailleurs, mais peut-être des formes de vie microbiennes. Je suis loin d'être sûr qu'on puisse un jour en voir, ou même être sûr qu'il y en a quelque part, quoi. Même pas des crevettes sous la surface des lunes du système solaire? C'est-à-dire que ces lunes-là, il y a 1 à 10 km de glace, donc déjà qu'il y a eu, je crois, 1 ou 2 missions seulement qui les ont survolées, ces lunes. Donc avant de voir les crevettes en dessous, il y a du chemin, quoi. Les crevettes, c'est déjà vachement développé. Il n'y a pas de sens de l'évolution, pour dire c'est plus évolué que d'autres, mais c'est déjà complexe comme vie. Alors il y a Encelade qui nous
qu'on aime bien parce que c'est une lune de Saturne. Donc on a les mêmes conditions, il y a une banquise et puis il y a de l'eau en dessous. Mais il y a des sources d'énergie importantes qui fait qu'il y a des cryovolcans, donc il y a des geysers qui arrivent à la surface. Et donc peut-être que là, il y a la chance qu'ils amènent de la vie qui serait morte, bien sûr en arrivant, mais que s'il y a de la vie, qu'il y a certains de ces constituants organiques qui arrivent à la surface dans ces geysers et qu'on pourrait étudier à la surface. Ce sera plus vivant, mais ça pourrait être étudié à la surface, on va avoir besoin de percer des dizaines de kilomètres de glace. Là, on n'est pas prêt de savoir comment faire, et si on sait faire, on risque de détruire la vie qui est présente aujourd'hui. Et ne pas oublier que la vie a déjà été annoncée plusieurs fois, la découverte de la vie. Ah oui. Il y a eu l'astéroïde martien sur lequel certains, enfin des fois encore des météorites martiennes qui arrivent sur la Terre. D'abord elles sont propulsées par un impact sur Mars et puis certains arrivent jusqu'à Terre. Il y en a quelques-unes qu'on connaît comme ça et où des chercheurs avaient annoncé, dans les années 90, avaient annoncé voir le fossile d'une bactérie. Vaguement, ça ressemblait un peu à la morphologie, mais en réalité, c'était pas du tout ça, c'était autre chose. Il y a eu plus récemment, il y a 2 ans, la découverte de phosphine dans l'atmosphère de Vénus, puisque l'année dernière ou il y a 2 ans, c'est tout récent. Ouais. La phosphine sur Terre, c'est vraiment un biomarqueur, c'est produit que par présence de vie. Et certains ont annoncé avoir découvert cette phosphine donc, qui est une molécule un peu complexe, dans l'atmosphère vénusienne, et donc c'est la preuve qu'il y a de la vie dans l'atmosphère vénusienne, avec tous les calculs en disant oui, il y a certaines altitudes de Vénus où la température est la bonne, même si le sol est à 400 degrés Celsius, il y a certaines, ça pourrait être de la vie qui est toujours dans l'atmosphère, sur nos spores, qui est présent, etc. Sauf que non, là c'était une fausse détection, une mauvaise détection, ça s'est démontré que c'était autre chose, que l'analyse des données était imparfaite. Donc on a déjà eu des annonces, ça n'a pour autant pas fait beaucoup de bruit, si Mars un peu plus, parce qu'il y a de la méfiance. On sait, plus une découverte est peu probable, parce qu'on sait, pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'elle est très difficile à trouver, plus dès l'annonce, il y aura de la méfiance en disant « Oula, oui, ok, d'accord, c'est tellement exceptionnel, on va quand même tout vérifier. » Plus l'annonce est exceptionnelle, plus il faut vérifier, la découverte qui est derrière. Donc, même les premières annonces, il y en a... il y aura de l'excitation par certains côtés, mais par d'autres côtés, il y aura des gens qui gagneront la prudence par le temps de bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Moi j'ai une petite question toute simple pour revenir aux bases. Finalement, c'est quoi la vie en 10 secondes? Oula Je prends les commandes si tu veux. T'as 5 minutes. Hein. Je sais pas comment pilote, j'en fais rien. C'est... On va tout droit là. Voilà, la station spatiale. Le problème de cette question-là, en fait, c'est que c'est pas une question à laquelle on peut répondre avec la méthode scientifique, en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas faire un test pour dire, bon, bah, la vie, c'est ceci et c'est pas cela. C'est quelque chose qui va dire plus philosophique. Et, enfin, ça va vraiment dépendre de qui on s'adresse. C'est-à-dire qu'un chimiste ne va pas forcément avoir la même définition qu'un biologiste. Et même au sein d'un biologiste, beaucoup de biologistes considèrent que les virus, par exemple, ne sont pas vivants. D'autres disent que ça l'est complètement. Après, voilà, on peut retenir des critères. C'est-à-dire, est-ce que la capacité à se reproduire, ça peut être un critère. La capacité à interagir avec son environnement pour augmenter, réduire son entropie interne, ça peut être aussi un critère. C'est une question ouverte, en fait, parce que c'est plus une question de définition. Typiquement, la NASA, elle retient, je crois, une série de 3-4 critères pour définir ce qu'est la vie. Mais moi, je peux pas faire autre chose que donner mon éventuelle définition. Et moi, ce que je dirais, c'est que la vie, c'est un système qui fonctionne avec un environnement. C'est pas juste un organisme isolé comme on a l'habitude de l'étudier. C'est vraiment un organisme en interaction avec son environnement qui peut être constitué d'autres organismes ou de la géologie, de plein de choses. Donc moi, j'insisterai un petit peu sur cet aspect-là, en fait. La vie, c'est un système dans un environnement qui interagit avec lui. Bon, je sais pas, c'est un peu insatisfaisant comme réponse, mais on peut pas faire mieux. Je sais pas où tu voulais aller, mais je crois que celle-là, on la connaît, mais celle-là, on la connaît pas, celle-là. Non. Montre-lui comment on fait le turbo méga réacteur de la main. Sur une temps comme ça, les deux petites gâchettes. J'ai une autre petite question pour vous. Faut lâcher maintenant. Je me dis en vous entendant qu'en fait, on se rend compte que l'observation et tout, l'astronomie, l'astrophysique, etc., on est quand même très très dépendant de tous les moyens technologiques qu'on utilise pour observer. Il y a beaucoup de choses indirectes, on essaye de deviner, il y a des probabilités, etc. Donc je me pose la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour aller plus loin, en fait, pour aller plus loin et plus vite? Je me rends compte que finalement, aujourd'hui, on sait à peine aller sur Mars,
tout ce qu'on raconte sur justement les exoplanètes, etc., ce sont des choses où on se dit, peut-être en regardant à travers le machin, en regardant le soleil à côté, on peut savoir qu'il y a une exoplanète ou pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus vite dans ce domaine, en fait, pour pouvoir avancer? Ça dépend ce qu'on peut aller plus vite. Il y a 25 ans, on ne connaissait pas une seule exoplanète. Alors pareil, pour certains d'entre vous qui sont jeunes, ça paraît loin, mais 25 ans, c'était hier. Donc c'est quand même une science qui a été très très vite. En 25 ans, on est passé de on ne connaît rien, ou malgré tout, on ne connaît pas tout, parce qu'en science, on a quand même, et notamment les scientifiques, on a une certaine propension à mettre en avant ce qu'on ne connaît pas encore, ce qui justifie notre job des années à venir, plutôt que tout ce qu'on a découvert également en 25 ans. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont eu lieu en 25 ans, et je pense que si on revient dans 25 ans, on verra le bond également de connaissances qui a été fait, et on commencera à avoir un bond. Il y a une phase énorme qui a été la phase de découverte des exoplanètes, de connaissance de quelle population d'exoplanètes existait. Et aujourd'hui, on commence à avoir une connaissance assez bonne de quel type d'exoplanètes existe, de leur probabilité d'exister, de quelle fréquence on a. Tu vas être plus vite que moi, je suis lent. Et là, on arrive dans une nouvelle phase qui est ce qu'on appelle la caractérisation, c'est-à-dire être capable de savoir de quoi ils sont constitués. Et là, cette phase, ça va vraiment s'accélérer très très vite dans les années à venir. Et là, je pense déjà dans 25 ans, si on revient, on pourra en dire beaucoup plus sur de quoi sont constituées ces exoplanètes, qu'est-ce qu'il y a dans leur atmosphère. Après, si l'autre question, c'est comment aller plus vite pour y aller, alors là, c'est une autre difficulté. On ne va jamais y aller. C'est beaucoup trop loin. Même réfléchir pour envoyer, enfin jamais. Je ne sais pas ce qui se passera dans des millénaires, des dizaines de millénaires. Mais en tout cas, c'est très très loin d'être à la portée de notre civilisation aujourd'hui. Même pour envoyer quelque chose qu'on imagine de très léger, quelque chose de très léger qui ferait la taille d'un smartphone ou un petit peu plus, qu'on serait capable d'envoyer à des vitesses suffisantes pour qu'ils mettent que quelques dizaines d'années pour atteindre les exoplanètes les plus proches, qui sont elles-mêmes à 4 années-lumière. Rien que pour envoyer quelque chose de très léger qui nous prendrait des photos et nous enverrait, ça coûte une énergie qu'on n'est pas capable de fournir aujourd'hui. Parce que pour accélérer un objet à quelques dizaines de pourcents de la vitesse de la lumière, ça prend une énergie absolument démentielle. Donc aujourd'hui, il ne faut pas rêver, on n'est pas capable de les atteindre. Déjà, le système solaire, c'est pas facile d'y aller, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de connaissances pour y envoyer notamment des hommes qui seraient capables de survivre dans ces conditions. Mais sinon, au niveau connaissance pure, moi je trouve que ça avance vite. Alors, l'échelle de temps, c'est la décennie plus que l'année, mais ça avance vite. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors, peut-être pas voir de notre vivant des extraterrestres, mais par contre, on va avoir des révolutions scientifiques dans ces domaines, notre vivant, du vôtre, du vivant de chacun. En fait, la recherche, c'est une aventure collective, et on n'est pas prêt de s'ennuyer, en fait. Enfin, qu'il y aura vraiment... On va pas répondre à la question de est-ce que la vie existe en dehors de la Terre ou dans quelles conditions. On va peut-être pas y répondre tout de suite, mais on va quand même, je pense, avoir des réponses à des questions qu'on se posait même pas dans les prochaines années, très probablement. Il y a 25 ans, on commençait à se poser la question, est-ce que des planètes existent en dehors de notre système solaire? Parce qu'on avait l'impression d'avoir déjà la précision pour détecter les plus grosses et on ne les détectait pas. En réalité, on n'avait pas encore la précision, mais c'était pas facile de le savoir encore. Et il y a 25 ans, il y a un certain nombre d'astronomes qui commençaient à se poser la question, finalement, un système planétaire, c'est peut-être très très rare. Et la plupart des étoiles n'ont peut-être pas de cortège planétaire. Aujourd'hui, on est tout le contraire. Aujourd'hui, on sait, et ça on a les chiffres, que pas 100%, mais la très très grande majorité des étoiles qu'on a dans le ciel ont des cortèges planétaires. Et on sait que parmi entre elles, il y en a un certain nombre qui ont peut-être de l'eau liquide à leur surface. Donc ça change quand même complètement la façon de voir l'univers et sa probabilité de potentiel développement de vie. Je vous propose sur cette note positive de de poser la manette. Il n'y a plus de carburant, il n'y a plus de carburant non plus dans la télé qui annonce qu'elle va s'éteindre. Donc on a quand même fini par vous finir, on ne sait pas où, sans pouvoir atteindre une planète. On est perdu dans l'espace, on n'a plus de carburant. Le truc c'est que pour rejoindre le truc le plus proche, il faudrait 15 minutes en temps réel. C'est ce qui est un peu long pour nous. C'est pas le max du fun. Ce qui est très court en termes dans la vraie exploration spatiale, ce serait très bien de pouvoir rejoindre les trucs en 15 minutes. Pour nous, c'est un peu longué. C'est le genre de jeu, je pense que Minecraft, il faudrait que tu lui montres Minecraft, je pense qu'il pourrait... Minecraft arrive en fait au fond dans des roches, on va dire que c'est pas censé pouvoir couper, quoi, ils sont trop pressurisés, etc. Peut-être avec un laser planétaire.